Bonjour à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome et toutes les nouvelles mobilités, l'un des rares podcasts automobiles qui ne met pas du tout jamais de super samplon dans ses Rice Krispies le matin. Ravi de vous retrouver, je suis Cédric Ingrand. Au sommaire aujourd'hui, deux réalités parallèles. D'un côté, des champions de la voiture électrique qui affichent des ventes en baisse. La bourse qui dit ne plus y croire. Des commentateurs qui disent que en fait tout ça n'était qu'un effet de mode. Et alors de l'autre, des ventes qui, au global, continuent de croître. Et puis des utilisateurs de voitures électriques chez nous, en France, qui eux se disent très très satisfaits de leur voiture. Alors, qui croire? On va tirer ça au clair. En attendant, si on l'annonce mort un peu vite, le marché de la voiture électrique bouge encore avec des nouveautés chez Audi, chez Kia et ailleurs. On se demandera aussi si Tesla va oui ou non confirmer son projet de voiture électrique d'entrée de gamme. Et justement, si l'on parle de Tesla, dans cet épisode, on lèvera aussi un coin du voile sur le prochain Tesla Owners Day qui aura lieu le mois prochain à Clermont-Ferrand avec Fabien Sturny, le président du Tesla Owners Club France. Mais d'abord, pour aborder tous ces sujets, à mes côtés, un grand plaisir, mon ami Didier Pulicani. Bonjour Didier. Mais salut Cédric, un plaisir partagé. Et je vois que ce podcast reprend un rythme, on va dire. Écoute, faut pas, me jette pas l'œil, tu vois ce que je veux dire. Oui, mensuel, c'est finalement pas, c'est tenable. Voilà, c'est tenable. C'est tenable. En tout cas, on va essayer de le tenir. Bon, on le disait, c'est intéressant parce qu'évidemment, en accélérant un peu le rythme auquel on fait ces épisodes, on pourrait craindre d'avoir moins d'actualité. Et ben, cette crainte n'est pas fondée du tout. Non, et même au contraire, hein, moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses qui sortent. Il y a beaucoup d'actu un peu partout, les batteries, les technologies, la connectivité. Mais tant mieux finalement pour nous, tu vois. Oui, on va pas s'en plaindre. Ce serait quand même vachement dommage. Mais j'ai été surpris, tu vois. J'ai commencé à rassembler un peu quelques actus en disant bon, ça, ouais, c'est bien, ça c'est. Et en fait, non, il y a plein de choses. Enfin, c'est surtout plein de choses qui sont passées depuis le début de cette année. Je regardais. Alors, la première actu, j'en parlais dans le sommaire, c'est ce sondage Ipsos commandé par l'AVER, l'association qui promeut le véhicule électrique en France. Sondage Ipsos où on apprend que plus de 9 utilisateurs sur 10 de véhicules électriques sont en fait satisfaits. À l'heure où on a passé le million de voitures électriques sur les routes en France, un sondage plein d'enseignements, un vrai sondage mené sur, enfin un truc avec un vrai échantillon, un vrai truc, auquel on demande, voilà, est-ce que vous êtes satisfait? Alors c'est intéressant parce que ils font la différence, ils segmentent en fait les réponses par typologie, ça c'est normal, mais d'ordinaire tu le fais sur des critères socio-économiques, sur tout ça. Et là ils le font par exemple sur des critères de domicile. C'est-à-dire est-ce qu'on est plus content de sa voiture électrique dans une grande ville, une petite ville, en milieu rural ou en ville de taille moyenne? La réponse est en milieu rural. 31%. Enfin, c'est la catégorie pardon des personnes sondées. Mais ce qui transparaît quand même, c'est que les raisons qui poussent à l'achat d'un véhicule électrique, c'est exactement à égalité, 33% chacun, protéger l'environnement et faire des économies. La meilleure qualité de conduite et le reste arrive assez loin derrière. C'est une voiture, longtemps on a dit bon, ça peut faire une bonne seconde voiture. En fait, pas du tout. Là, c'est le véhicule, il est utilisé à 80% pour les trajets quotidiens, pour les départs 63% pour les départs en vacances et en week-end, etc. Donc ça veut dire aussi que les choses avancent. Et c'est intéressant parce que si tu lis la presse ces dernières semaines, ces derniers mois, t'as pas l'impression que c'est ça le message général. On dit ah non, finalement, on va se reparler des baisses de vente, mais certains te disent non, mais finalement c'est une vague, c'est passé. Mais en fait, que ça fait du bien, ce genre d'études. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah oui. On lit tellement d'études qui ont été faites, tu sais, sur 3 personnes au fin fond de la Norvège. Mm-hmm. On a vraiment vu passer des choses terribles. Surtout l'année dernière, c'était vraiment le bashing complet dans les médias. Et c'est vrai que cette étude est intéressante. D'ailleurs, on dit souvent que la voiture électrique, tu vois, c'est une bonne voiture de ville. Alors que, en fait, pas du tout. C'est une bonne voiture de campagne. Et d'ailleurs, on le voit avec les Bien sûr. Citroën Ami.
Citroën Ami, c'est pas tant des voitures de ville, hein, c'est Ah bon? beaucoup des véhicules de campagnards. Moi, j'en vois énormément maintenant que j'habite à la campagne. Et bah oui, parce que c'est plus sécurisant qu'une mobilette sur une nationale, tu vois. Donc, Ah oui, il y a les clairement. parents qui ont un petit peu peur. Et oui, il y a plein de stats intéressantes. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que nous qui côtoyons tous ces gens qui ont des voitures électriques, qui nous disent tout le temps que c'est super, on a l'impression d'un énorme décalage quand on voit des reportages. Oui, les gens repassent au thermique. Je sais pas si tu avais vu ça Oui, aux non mais États-Unis. c'est un côté tout ou rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est non, en fait, Il c'est faut être fini. pour ou Non mais contre. c'est Ultra fini polarisé. comme tu vois, comme les Pogs. Enfin, tu vois, c'est comme si c'était une espèce de feu de paille, alors que c'est intéressant parce que je parlais à des professionnels de l'automobile et de l'entretien automobile, qui justement se posaient plein de questions sur la voiture électrique. Et alors, ils savent ce que c'est, hein, mais ils se posaient plein de questions sur les effets. Et eux mettaient en exergue un chiffre auquel j'avais pas réfléchi. On dit oui, ça y est, on a passé le million de voitures électriques sur les routes. Le million de voitures électriques, c'est 2,5% du parc. Il y a 40 millions de voitures sur les routes en France. Donc, de fait, pris comme ça, c'est pas, voilà. Mais pour autant, c'est 20% des ventes de neuf. Mais on le sait, les ventes du neuf, c'est qu'une partie des ventes, etc., etc. Donc en fait, je disais, l'impact, il est immédiat pour les constructeurs parce que c'est maintenant qu'ils se posent des questions extrêmement urgentes et avec des effets extrêmement, comment dire, à la fois positifs et négatifs. Et nous, on a un peu plus de temps pour voir venir. On a le temps de se former, on a le temps d'imaginer à quoi voir, qu'est-ce qui va changer dans notre business à terme. Mais il dit, on a encore, enfin, l'âge moyen d'une voiture en France, c'est 10 ans. Il y a 40 millions de voitures sur les routes. Le ciel va pas nous tomber sur la tête tout de suite, quoi. Rappelle-toi, rien que l'époque où on est passé un peu au diesel dans les véhicules particuliers, l'époque où on est passé même au sans-plomb, il a fallu quand même du temps. Ça s'est Pop, pop, pas pop, fait en pop. 3 ans, quoi. Ouais. Mais c'est assez intéressant. Dans l'étude, il y a aussi un autre truc rigolo, c'est que une grande partie quand même des sources de contentement en fait de ces gens, c'est aussi la partie finalement économie. Oui. Toi, t'anticipes pas forcément. Il y a beaucoup de gens, ils savent pas. Ouais, on nous dit ouais, la charge ça coûte plus cher que le véhicule thermique. Tu sais, on voit Non, beaucoup d'études oui, comme ça, ça parce oui. qu'on voit sur autoroute quand tu payes le prix maximum et tout, mais c'est Mhm. l'exemple extrême. Et là, en fait, tu t'aperçois que effectivement, les gens ils s'aperçoivent que charger à la maison ça coûte moins de 10 euros avec des bons abonnements, que l'entretien c'est zéro. Moi, pour te dire, ma Tesla vient de passer les 100 000 km. Je viens de changer les pneus et je n'ai jamais fait un service, une révision. Ah, mais C'est quand même assez fou. tu Et conduis les avec gens des des fois pieds, ne me croient pas. tu C'est-à-dire conduis que avec un pied extrêmement léger, c'est eh bien. ben, même pas tant que ça, donc c'est encore Ah, mais plus enfin. surprenant. Mais on va en parler après parce que Ouais. on a un petit sujet autour de ça, tu sais, les particules et tout. Ah oui, tout à fait. On Et va il y y a un revenir. beau débat autour de ça, ouais. Mais du Ouais. coup, finalement, cette étude, elle est quand même ultra positive dans l'ensemble et je trouve qu'elle est très rassurante à lire pour les gens qui n'ont pas de voiture électrique. Et souvent, c'est ce qui Oui. manque. Il y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un et puis il me dit ouais, quand même, les voitures électriques. Mais moi, ma première question à chaque fois, c'est est-ce que tu en as déjà essayé une? C'est la seule question que je pose et souvent c'est non. Et quand j'en ai essayé une, c'est un pote m'a prêté, machin. Et en fait, tu Mhm. t'aperçois que ça, il y avait Renault qui faisait un truc pas mal. Alors, je sais pas s'ils le font encore. Ils te prêtaient une Zoé pendant 24 heures. Bon, maintenant, la Zoé, c'est un peu fini. Et je trouvais ça super parce que tu avais le temps de la charger, tu avais le temps de l'utiliser. Et en fait, la voiture électrique, c'est ça. Il faut juste perdre un petit peu ses repères et puis s'en Ouais. remettre d'autres. Et finalement, tu t'aperçois que tu es gagnant sur beaucoup de choses. C'est pas parfait, tu as vu dans l'étude, les gens râlent contre les bornes de Oui, charge, les bornes tout en à ville fait. notamment. Mhm. Les bornes de ville se développent pas. Dans les parkings, ça commence. Là, les aéroports, je sais pas, t'as laissé ta voiture dans un aéroport, mais c'est quand même encore le parcours du combattant pour que la borne Ouais, soit pas oui. prise par un autre et tout. Mais voilà. Ou qu'elle te coûte pas 200 euros. Parce que Oui, tu oui, n'as tu pas reviens compris 2 jours après, le voilà. principe de tarification. Mais quand même, tu sens que c'est un marché qui devient mature aujourd'hui et qu'on peut y aller même sans être forcément que chez Tesla comme il y a 3-4 ans. Et que tu as des gens qui ont même des voitures qui n'ont pas tant d'autonomie et qui trouvent ça super finalement en voiture principale et qui arrivent à partir en Ouais, vacances avec. je suis d'accord. Donc on est dans un esprit de confiance. Si on a les bonnes données, moi je dirais que c'est surtout ça qui ressort de cette étude. On mettra le lien de l'étude dans les notes de cette émission, mais c'est vrai que ça valait le coup d'être dit. Alors, dans les choses que l'une des premières craintes, et d'ailleurs on l'entend dans cette étude-là, parmi les choses qui, enfin, qui fâchent ou en tout cas qui posent question, il y a évidemment la recharge. Et alors du côté de la recharge, c'est intéressant parce que pendant longtemps on a dit que, enfin la loi de Moore qui fait que la puissance des processeurs explose, c'est l'innovation dans les batteries, c'est pas
du tout à cette vitesse-là. Moi, j'ai vu plusieurs infos ce mois-ci. Une info qui vient de chez Volvo, enfin de chez Geely, parce que je vous mets à l'aise, Volvo n'est plus suédois depuis un certain temps déjà. Geely qui travaille évidemment sur ses voitures et puis qui travaille sur des technologies de batterie et qui a, alors c'est intéressant parce qu'on dirait une annonce de un peu de vaporware, mais en gros ces ingénieurs ont dit on a trouvé un super moyen d'augmenter de 30% la rapidité de recharge des batteries de nos voitures. On ne sait pas exactement de quelle voiture il parle, etc. Voilà, mais ça donne un papier chez Frandroid qui dit Volvo va révolutionner la recharge de ses voitures avec cette astuce toute simple. Tu sais, on dirait les pubs sur Facebook en disant oh j'ai résolu ce problème grâce à un truc bizarre. Mais vas-y. Très amusant ça, parce que effectivement, moi je suis allé lire un petit peu la source, etc. Et vraiment, quand tu fouilles un peu, en gros, on dirait qu'ils ont un peu découvert presque le préconditionnement de la batterie, si je fais court. Ah, c'est juste ça. Et ce qui est assez amusant, c'est que Volkswagen, là, il y a pas longtemps, ont sorti un nouveau système. Il te dit, en fait, parce que bon, les courbes de charge, tout le monde la connaît, tu charges très vite au début, puis après, ça baisse un peu. Et ce que fait Volkswagen, il te dit, voilà à combien je peux charger, mais si tu préchauffes un peu, si tu me chauffes la batterie, donc ça va consommer quand même un peu d'énergie, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir recharger à cette puissance-là. Et en fait, c'est exactement ça que veut faire Volvo, donc ils n'ont pas découvert... Enfin, ils ont découvert. Ah, mais je pensais qu'ils avaient découvert l'eau tiède de la batterie, moi. Ouais, mais c'est un peu ça. Mais c'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est une annonce qui ne sert un petit peu à rien, si ce n'est que Volvo ne faisait pas de préconditionnement de batterie jusque-là et qu'ils n'étaient pas très capables d'optimiser ça. Après, suivant les constructeurs et suivant aussi les fabricants de batteries, t'as quand même des gens qui sont plus efficaces que d'autres. Et l'exemple typique, c'est Tesla, qui a quand même une batterie BYD, qui arrive à la recharger super vite. Et BYD, avec ses voitures, n'arrive pas avec la même batterie à avoir ses puissances de charge. Donc il n'y a pas que la batterie, il y a aussi tout le BMS autour, il y a la façon. Alors deux choses, traduisons pour nos amis qui ne savent pas. Le préconditionnement, dans l'ensemble, ça veut juste dire chauffer la batterie un peu, enfin la mettre à une température plus optimale qui va lui permettre de se recharger plus vite. Le BMS, c'est l'ordinateur embarqué qui gère la batterie, qui gère la recharge, etc., etc. Donc de fait, il y a une partie totalement logicielle à l'intérieur qui permet d'optimiser la charge selon la charge de la batterie, la température, etc., etc. Et puis d'équilibrer après les cellules. Enfin, il y a le BMS fait tout un travail. Mais d'accord, je suis très déçu parce que je pensais que. Mais le problème c'est ça, qu'ils rentrent finalement assez peu dans le détail. Ils disent juste ouais, regardez, avant, après, c'est vachement mieux et on a trouvé une techno. En fait, ils avaient un énorme défaut. Bon, ils l'ont résolu, mais tout à coup, ils font comme si c'était une nouveauté. Oui, c'est ça. Mais globalement, les constructeurs chinois, quand tu essayes des voitures chinoises, la plupart chargent quand même beaucoup plus lentement que les Européens, les Américains. Ouais, c'est un des gros problèmes, mais c'est pas vrai pour tout et ça s'améliore. Donc ça va quand même dans le bon sens. D'ailleurs, la Xiaomi Sucette, la nouvelle voiture. La SU7. Elle te promet de charger vite. Bon, on l'a pas testé encore, mais ils ont l'air d'aller aux 800 volts et tout assez vite. Donc moi, je pense qu'ils vont quand même y arriver. Mais c'est vrai que l'autonomie et l'efficience et la recharge rapide, c'était pas les priorités des Chinois. Mais ils commencent à se dire ah ouais, en Europe et tout, aux États-Unis, ils veulent quand même un peu ça. Donc on va peut-être bosser un peu là-dessus. Et moi, je suis assez content de voir que ça arrive quand même sur des véhicules, donc ils sont en général un peu moins chers aussi, quoi. Oui, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé en voyant tous ces trucs sur la Xiaomi SU7. On pensait qu'on avait connu le pire avec la Toyota MR2, mais finalement... oui, pardon, c'est vrai, non, excuse-moi. Mais il y a eu plein de papiers, le SU7 est parti en SU7, enfin bon. Oui, c'est très chic. Tant qu'on parle des batteries, chez CATL, professionnel de la batterie, s'il en est, c'est-à-dire c'est un peu presque eux qui ont inventé les batteries LFP, ces batteries qui, entre autres attraits, permettent de se passer de cobalt et de nickel, et puis maintenant charge vite, coûte moins cher. Bon, elles pèsent un peu plus lourd, mais elles perdent moins leur charge, elles ont beaucoup moins de problèmes thermiques, etc., etc. Donc CATL, chinois bien évidemment, a annoncé une nouvelle batterie, un nouveau pack de batteries garanti 15 ans et 1,5 million de kilomètres. C'est pas mal quand même, hein. Plus blanc que blanc. Ah bah là, c'est... Ok, qu'est-ce que tu veux dire ? 15 ans et 1,5 million de kilomètres. Alors attention, c'est pas pour votre voiture à vous.
En fait, ils ont fait ça avec une autre entreprise chinoise qui s'appelle Yutong Heavy Industries, si mes souvenirs sont bons, qui va utiliser ces batteries-là dans des poids lourds et des bus. Et là, le calcul, il est assez vite fait parce que de fait, un bus qui fait 300 km par jour, son 1,5 million de kilomètres, ça le porterait à 13 ans de vie, ce qui est pas mal, hein, mais d'autant que 300 km pour un bus, c'est quand même plutôt pas mal. Ils annoncent qu'en plus, il y a 0 dégradation sur les 1000 premiers cycles de recharge, etc., etc. Ça veut dire que tu perds pas de charge, tu perds 0% d'autonomie sur le premier demi-million de kilomètres parcourus. C'est fou parce que... Je t'en prie, vas-y. Non, mais en fait, c'est assez amusant parce que c'est un petit peu comme les critères d'autonomie qu'on mettait au début. On se disait, combien d'autonomie il faut pour que la voiture électrique soit popularisée, etc. Ouais. Et là, j'ai vu le calcul aussi qui était fait dans l'article. Il disait que je crois qu'en moyenne, on fait quelque chose comme 15 000 km par an. Donc, en gros, il faudrait 100 ans pour arriver au bout de cette batterie-là si on avait dans la voiture. Donc, en vrai, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que les batteries d'aujourd'hui, déjà, les batteries LFP, on dit en général qu'elles vont mourir avec la voiture. Parce qu'elles ont assez de cycles, elles ont entre 3 et 6 000 cycles à peu près. Et globalement, elles devraient pouvoir faire déjà le 1 million de kilomètres sans trop perdre. Et tu sais que moi, pour donner un exemple et pour rassurer par exemple les gens qui nous écoutent, la fameuse Tesla qui a passé les 100 000 kilomètres, il y a un trajet que je fais tout le temps, c'est Chamonix-Nîmes. Ça fait 400 kilomètres un peu plus. Et je ne charge pas. Ce qui est quand même pas mal. Et ce trajet-là, je le fais toujours. J'arrive à 2%, 3%. En fait, je n'ai pas vu de baisse de pourcentage sur ce trajet, qui est mon référentiel sur 100 000 km. Donc, tu t'imagines un petit peu, je pense que j'ai encore le... Alors, ça veut rien dire, hein, peut-être que dans 50 000 km, je vais dire, j'ai perdu 20%, pardon. Donc, effectivement, mais je dirais que la plupart du temps, et les exemples que tu as autour de toi sont quand même assez rassurants, quoi. Oui, c'est-à-dire que moi, j'avais un problème parce que quand j'ai acheté ma Tesla il y a près de 3 ans, elle affichait à 100% 424 km d'autonomie. Bon, très bien. Maintenant, quand elle est à 100%, elle affiche 396. Je me dis, flûte, j'ai perdu de l'autonomie. En fait, en creusant un peu, pas du tout. L'histoire, c'est que Tesla a surtout changé le mode de calcul. Donc voilà, on bouge les poteaux du Gaulle, donc forcément, ça marche plus. Mais Ah oui, pardon. Oui, j'ai fait une erreur. Il m'a mis MacG dans mes sous-titres. Je le dis aux gens parce que ça va faire rigoler. MacG, on les embrasse d'ailleurs. Oui, on les embrasse, mais c'était pas du tout l'objet. Donc je disais, il m'affiche plus que 396 km. En fait, il faudrait que j'aille taper dans un utilitaire qui me calcule la réelle dégradation. Alors, je sais pas, je vais te mettre le vrai. C'est Mac Forever, voilà. S'il te plaît. Et en fait, je pense que ces histoires de dégradation, c'est vraiment là, on le voit par exemple sur les Zoé, les remplacements de batteries, tu vois, les garages Revolt là qui vraiment aujourd'hui s'amusent un peu avec les batteries qui sont foutues. En fait, c'est sur des voitures très très vieilles souvent, et même avec des packs de batteries qui étaient à l'époque un peu, tu vois, un peu moyens quoi. Mais quand tu vois la première Tesla, les Roadster qu'ils faisaient, apparemment, ils ont quand même bien tenu le coup, hein. Il y a des gens qui roulent encore avec les batteries d'origine il y a 20 ans. Et pourtant, c'était pas des grosses batteries. Il y a 20 ans, il y avait un peu de choses faites à la main. Enfin, on n'était pas au même degré de raffinement, d'industrialisation et de fiabilité qu'on a aujourd'hui. Et alors, c'est amusant parce que moi, je me souviens, donc, quand j'ai acheté cette voiture, il y a maintenant près de 3 ans, tu vois, tu te poses quand même des questions d'usager du quotidien. Bon, au quotidien, c'est pas un souci. Je crois que ça me prend 7 ou 8% de batterie pour venir au bureau. En revanche, tu dis quel est mon voyage le plus courant, les auditeurs de ce podcast le savent bien, c'est la Bretagne, 520 km en partant de la maison. Et c'est intéressant parce que je me suis posé la question de savoir est-ce que je prends le modèle de base ou est-ce que je prends le modèle grande autonomie. Alors, grande autonomie, ça rajoute quoi, 15%, 20%, peut-être 25%, vraiment à tout casser sur ton autonomie affichée. Et en fait, j'ai fait un calcul, j'ai dit bon, il y a 10 000 euros d'écart, c'est pas rien. Et qu'est-ce que ça va m'économiser? Ça va m'économiser une recharge sur ce trajet vers la Bretagne. Est-ce que ça vaut 10 000 euros d'économiser une recharge à chaque fois? D'autant qu'en plus, après, le temps de recharge a vraiment largement baissé, les chargeurs sont meilleurs, la voiture charge mieux, etc. J'ai dit non, c'est pas grave, je souffrirai en silence, je me chargerai 2 fois, une fois au Mans et une fois à Saint-Brieuc. Et là,
magie des magies, j'étais la semaine dernière. Il y a un nouveau chargeur qui est ouvert. En fait, il a ouvert il y a un certain temps, mais j'avais pas trop fait attention. C'est à Laval. Et c'est parfait parce que c'est vraiment quasiment le point équidistant. Donc, je ne recharge plus qu'une fois pour faire 520 km avec la voiture la moins chère de chez Tesla. Donc, c'est pas la moins chère du monde. Mais voilà, avec une voiture qui était en tout cas considérée comme l'entrée de gamme du moment. Donc, tous ces problèmes-là, enfin, c'est des non-problèmes. Oui, Mais mais évidemment, ça peut pas on t'empêcher est de voir un sujet sur France Télé avec quelqu'un qui a pris une Zoé qui n'a pas de charge rapide et qui j'ai mis 26 heures pour faire Paris-La Rochelle. Oui, mais Euh, moi je pense aussi, tu vois, qu'on aura quand même des densités de batterie qui vont augmenter quand même malgré tout, et qu'il y a un moment, on aura atteint un espèce de point limite, comme aujourd'hui personne te donne l'autonomie des voitures thermiques. Pourtant, il y en a quand tu prends des supercars ou des Porsche et tout, c'est pas loin des électriques, hein, des fois. Donc, c'est sûr que. ah oui, Mais par oui. contre, tu te poses jamais cette question de est-ce que je vais pouvoir recharger tout ça, qu'on a encore un petit peu quand même malgré tout quand tu vas en vacances. Tu vois, des fois, moi, je fais des allers-retours dans la journée sur 200 km. Et ben, j'aime bien de pouvoir le faire en une fois, par exemple, parce que je suis pressé, j'ai le boulot. Donc, il y a quand même un besoin quand même d'autonomie. Peut-être pas pour tout le monde, c'est sûr. Peut-être que ça vaut pas le coup d'acheter tout le monde des grosses batteries et peut-être qu'on n'a pas aussi les ressources pour ça. Mais c'est vrai que cette problématique de l'autonomie, je pense qu'elle arrive un peu à un seuil. Et maintenant, quand tu commences à avoir les 500-600 km la WLTP, je pense que ce n'est absolument plus du tout un souci pour ton quotidien et même pour pas ton quotidien finalement. Ouais, c'est clair que, bon, en attendant que CATL fasse des batteries à 1,5 million de kilomètres garantis pour tout le monde. Autre chose, alors là, c'est un papier de recherche. On connaissait les batteries au lithium, on connaissait des batteries avec plus de graphite, certaines avec du cobalt, du nickel, etc. Est-ce que peut-être est-il temps que nous passions tous à la batterie au diamant? C'est le résultat de recherche de chercheurs de l'université de Bristol, en Grande-Bretagne, qui, si le papier veut bien se charger, apparemment, il a un succès fou, ont travaillé sur des batteries qui auraient, alors, elles seraient pétries de toutes les qualités. Bon, elles n'auraient pas la qualité d'un prix vraiment abordable, mais l'idée c'est que elles auraient surtout enfin, en gros, c'est des batteries nucléaires, C'est ça. mais qui utiliseraient des déchets nucléaires, alors qui irradieraient très peu. Enfin, c'est des déchets soit à vie assez courte, soit à très longue vie. Enfin, c'est les genres de choses qu'on a un peu le moins de mal à traiter, mais surtout pour adresser le problème, à savoir est-ce vraiment un problème de la durée de vie des batteries. Là, l'idée, c'est de faire des batteries pour des choses qui ont besoin de rester opérables très très longtemps. On pense aux satellites, par exemple. On pense à des pacemakers. Enfin, tous les trucs où t'as pas envie d'aller trifouiller pour recharger ou changer la batterie. Donc voilà, il y a une équipe de physiciens de Bristol qui s'est lancée dans des recherches, mais c'est pas récent. Hein, c'est-à-dire que ils travaillent depuis 2017, si mes souvenirs sont bons, et ils sont prêts d'arriver à quelque chose qui soit sinon industrialisable, en tout cas brevetable. Tout ça pour réutiliser les blocs de graphite qui sortent des centrales nucléaires. Donc, comment résoudre deux problèmes en une seule fois. Ce pourquoi je voulais parler de ce papier, c'est que ça met en avant le fait que voilà, tout à coup, il se passe plein de choses sur les batteries. Et je pense qu'évidemment, c'est lié à l'explosion de la voiture électrique, parce que tout à coup, il y a une réelle motivation à innover, parce que tout à coup, tu as un marché qui se compte en millions, dizaines de millions de véhicules chaque année. Donc c'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle. En fait, Euh, aujourd'hui, quand tu ouais, regardes tout ce qui se fait autour de la batterie, c'est vrai qu'on voit les LFP, NMC, tu vois, on navigue avec ça sur les voitures, mais en fait, il y a des milliers de sortes de batteries. oui, On peut même stocker dans des patates, hein, t'as fait ça à l'école. oui, c'est Non, mais je veux vrai. dire, ça fait très longtemps, le sous-marin nucléaire est effectivement il n'y a pas de pétrole dedans, on sait que ça marche très bien, c'est une petite centrale et tout. On l'avait imaginé, tu sais, dans les voitures une La époque. Après, microcentrale, ouais. on s'est dit, ce serait peut-être quand même peut-être un peu dangereux de filer de l'uranium à des gens. Et bon, là, on est à des doses quand même beaucoup plus faibles. Et en plus, apparemment, il n'y a pas de danger, parce que si c'est bien intégré, tu n'as pas de Mhm. souci. Mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à chercher là-dessus. Il y a quand même énormément d'énergie dans la liaison nucléaire. Enfin, je vous apprends rien, hein, là-dedans. Et peut-être que effectivement, l'avenir des batteries et de la maîtrise de tout ce qui est nucléaire aujourd'hui, qu'on a du mal encore à faire sur des petites technos comme ça. Mais en fait, c'est très encourageant, parce qu'on se dit aussi,
Tu vois, on est passé d'une énergie qui était, le pétrole, c'est quand même hyper dense énergétiquement, et cetera. Ouais, Mais par contre, on a du mal à le dompter. C'est-à-dire qu'on en gaspille énormément. On gaspille 80% de pétrole dans une voiture ouais. normale. Chacun se fait sa petite centrale à pétrole. Ça, c'est aberrant. Donc aujourd'hui, de se dire, on va essayer d'aller vers des technos qui sont beaucoup plus efficientes, où il y a beaucoup plus de densité énergétique, c'est très encourageant. Et en plus, maintenant, on commence à avoir des moyens parce qu'effectivement, il y a l'industrie derrière qui réclame, bah, même moi, mon iPhone, hein, c'est le problème de le charger tous les jours. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, oh là là, j'ai une Garmin. Je dis, ah, c'est bien la Garmin, au moins Ouais. pour la charge. Il me Mmh. fait, ah ouais, non, mais il faut la charger toutes les semaines. Non, mais t'imagines quoi? Ah! Et je lui Ah! dis, mais alors moi, je te parle pas de la mienne parce que je dois la brancher tous les jours. Ah ouais, une Apple Watch, c'est de tenir 48 heures avec une Apple Watch, ça peut le faire, mais faut pas faire grand-chose quand même dans l'ensemble, hein. C'est C'est pas ça. Mais alors peut-être qu'on aura du diamant, écoute, dans nos voitures d'ici quelques années. mais en attendant, c'est vrai que ça reste une espèce de frein technologique sur, à quelle distance je vais pouvoir conduire, tous les matins avec ma voiture et puis 2, combien de temps la batterie va vivre, enfin va tenir à l'intérieur du véhicule, parce qu'évidemment changer la batterie, ça peut coûter très cher. Du coup, je t'avoue que quand j'ai cliqué sur un lien de l'Autojournal, qui posait la question: «Voiture électrique, quelle est sa durée de vie?», j'avais assez peu d'espoir quand même dans l'ensemble. Tu veux dire que ce média ne serait pas forcément très objectif sur la On voiture va électrique? dire qu'ils ils sont pas en pointe du progressisme, voilà, c'est pas très woke l'Autojournal, disons-le. Après, je veux pas défendre mes collègues, parce que je les croise un peu, là, Bien les sûr. journalistes auto, et c'est vrai qu'ils ont un public qu'il faut satisfaire. Voilà, je n'irai pas plus loin là-dedans, mais Tu veux dire qu'il faut je sens des ménager? fois, bah oui, tu vois bien dans les émissions de télé, oui, nous on aime les gros moteurs qui font du bruit et qui puent. Bon, Ah ok, moi d'accord, je l'ai ça. entendu, hein, ah non, mais moi s'il y a plus l'odeur de l'essence, ah ouais L'odeur du d'accord. cheval, du crottin, et puis C'est ça. le bruit de la calèche. Moi, j'ai l'impression d'entendre ça aujourd'hui. Oui, c'est C'est assez vrai. amusant, quoi. Mais je comprends, tu vois. Non, mais je Mmh. comprends inversement que ces médias mettent un petit peu de temps. Et, Ouais, et mais effectivement, là, il te parle de durée de vie de la voiture. Donc, l'article, mmh mh, effectivement, te dit que finalement, la voiture électrique durerait, alors je crois qu'on est entre 200, oui, entre 200 000 et 500 000 kilomètres c'est sans trop ça. perdre de batterie. Ce qui est globalement la durée de vie d'une voiture un peu chez nous avant de Donc les facile envoyer. entre 10 et 15 ans et encore même plus, enfin ça dépend pour qui, mais je crois que la distance parcourue annuellement en moyenne en France, je crois que c'est 13 000 kilomètres. Ouais, ouais, c'est un truc de Mais fou. alors évidemment, c'est influencé par plein de trucs, mais si tu veux, c'est déjà dans l'encadré. Moi, je voulais féliciter Quentin Dubois, auteur de ce papier sur l'Autojournal. C'est Quentin un Dubois, hommage, ça en fait. ressemble à un faux nom. C'est peut-être ChatGPT qui a écrit le papier en fait, et que personne l'a relu. Genre, mais attendez, j'aurais arrêté de dire du mal de l'Autojournal. Ce sont de grands professionnels. Voilà, il donne des bons conseils, privilégier le frein moteur, opter pour la recharge lente, enfin des choses qui sont, pour ceux qui savent, des conseils d'assez bon sens. Et tu vois, et vraiment, mais ça c'est la force de l'habitude et le fait d'avoir, tu vois, d'avoir grincé des dents en lisant plein de papiers sur ce truc-là, où tu te dis, elle est où la connerie? Elle est où la connerie? Et ben non, finalement, non, jusqu'au bout, je crois que j'avais trouvé un truc où je disais, ah oui, moi je l'aurais pas dit comme ça, mais voilà, un bon papier dans l'Autojournal sur une thématique qui pourtant normalement est une espèce d'épouvantail, tu vois. Ah non, les batteries c'est affreux, enfin voilà, bon bref. Donc voilà, l'espoir fait vivre, mais Peut-être que leur public change aussi quelque part, hein, ce qui serait encourageant, tu vois? ah, Moi, peut-être que je vois beaucoup de médias auto qui un peu mettent de l'eau dans leur vin maintenant, hein, qui retournent un peu leur veste aussi, mais c'est pas plus mal, écoute. bah Il y a que les qui changent pas d'avis. voilà. Et les et les vieux journalistes automobiles dans l'ensemble. Non, on On va avait se faire dit des qu'on amis disait ce pas soir. de mal. On avait dit qu'on disait pas de mal. On reviendra sur le reste, mais j'ai une formidable nouvelle. Nous sommes rejoints. Si je retrouve le truc qu'il faut que je clique. Oui, voilà, nous sommes rejoints par Par le Fabien chef. Sturny. Fabien Sturny is in the house. Bonjour Fabien. Tu nous Bonjour entends? les amis, bonjour Didier, bonjour Cédric. Ah bah Salut. voilà, Ah, formidable. lui, tu t'es pas trompé sur son sous-titre, t'as vu? T'as pas mis C'est Audi ouais, tu vois, ou bah BM, voilà, tu vois? Hein? bah oui, mais c'est le Voilà, taulier. il y a les gens qui C'est le comptent, hein. ah ouais, c'est le président. Fabien Sturny, président du Tesla Owners Club France, donc le club des utilisateurs de Tesla, bien connu de nos services et des auditeurs de ce podcast, venu nous parler alors ça, c'est bizarre parce que le Tesla Owners Club France, il fait un événement annuel, mais quand même, j'ai souvenir que le dernier, c'était il y a 6 mois. C'est vrai Euh, qu'on est tellement content de le faire qu'on essaie de raccourcir la nuitée, mais enfin en tout cas voilà, ça fait une année de 6 mois.
Bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. La dernière fois, c'était à Beaune, c'était tout à fait très bien. Ouais. Et la prochaine fois, on retourne à Clermont-Ferrand, qui était l'endroit précédent, chez Michelin. Oui, comme en 2022, on retourne chez Michelin. On est ravis d'y retourner. On a tous des bons souvenirs de là-bas. Didier y était, Cédric qui était déjà là aussi. Donc on va essayer de, voilà, pour ceux qui ont pas pu faire tout ce qu'il fallait faire ce jour-là, une chance de pouvoir refaire du circuit, de pouvoir profiter un peu des animations. Donc je vous donnerai un peu le détail de tout ce qu'il y aura sur cette journée-là. Mais en tout cas, ouais, non, super content de retourner chez Michelin sur le circuit de la Doue. Alors voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut préciser, c'est que quand on dit chez Michelin, c'est pas juste aux portes de l'usine, c'est sur le circuit d'essai de Michelin. D'abord, c'est un endroit fascinant parce que c'est un endroit dans lequel on peut pas aller d'ordinaire. C'est privé de chez privé, c'est l'endroit où Michelin teste ses pneus sur toutes sortes de véhicules. Et alors du coup, ça les met dans une position formidable parce que ils ont un circuit à disposition, 2, ils ont plein de véhicules que leur passent les constructeurs, et 3, ils ont des pilotes d'essai. Et cette sainte trinité fait que on devrait voir de jolies voitures électriques et pas seulement d'ailleurs, non ? Non, on a pris l'habitude. C'était Cyril Touchet, donc l'ancien président. Il le disait clairement dans la vidéo, en fait, souvenir de 2022. On reste des bagnolards et en fait, voilà, on n'est pas non plus une secte, hein, même si ça fait très communautaire. C'est vrai qu'on est très communautaire parce qu'on essaie de serrer les coudes. Mais sur toutes les voitures électriques en général, hein, parce que effectivement, les anciens propriétaires de Tesla font partie des pionniers, parce qu'on a encore des adhérents qui ont commencé au début, en 2012, les premières voitures Tesla en France, la traversée de Paris à Marseille en 2 jours. Enfin voilà, c'était une vraie aventure. C'est une époque héroïque. Effectivement, ouais, on reste des bagnolards et on ferme pas la porte à avoir quelques voitures thermiques sur circuit, parce que c'est aussi un plaisir, et le fait de dire on sera tous en voiture électrique, ben c'est pas forcément vrai. Il restera toujours des voitures qui seront thermiques et ben voilà, en tout cas les voitures avec des sensations, voilà, clairement. Oui, si je me souviens bien, la dernière fois, il y avait une Porsche 900. C'est 911. Oui, je sais plus laquelle. Il y avait une Ferrari, magnifique. Mm-hmm. Et alors c'est intéressant parce qu'apparemment le plus impressionnant qu'on pouvait faire comme sur ce circuit, c'était de rentrer dans une Tesla Model 3 presque basique avec un pilote d'essai Michelin à côté, et là tout à coup il mouillait la piste pour te montrer que finalement tu pouvais y aller un peu pied dedans sur une piste mouillée et que ça tenait très bien. Mais c'est ça qui est impressionnant, parce qu'en fait on se dit ouais, on peut choisir entre une 911 et une Ferrari sur circuit sec, et puis à côté il y a un circuit où on va dans une Model Y, c'était une Y, avec un pilote d'essai Michelin. Ouais. On va se dire, ok, bon, à choisir, je sais pas, quel est le bon choix, mais en tout cas, c'est vrai que c'est juste hallucinant de conduire, d'être à côté d'un pilote essayeur Michelin qui connaît forcément chaque centimètre carré de la piste, hein, et qui va aux limites de la voiture dans un premier tour. D'accord, il dit, ok, je vais rouler aux limites de la voiture. Donc déjà, c'est pas mal. Et puis il a dit, bon, maintenant, au deuxième tour, on va dépasser les limites, on va aller jusqu'à ce qu'on peut, et effectivement on est pratiquement tout le temps en travers, et c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant en tout cas. Et juste pour revenir sur le circuit, enfin les circuits, pour faire la petite présentation, effectivement le site de la Doue, c'est un circuit qui est accolé au bâtiment qui est en fait un bâtiment de R&D, et c'est là qu'ils développent un peu tous les pneumatiques. Bizarrement, on n'a pas le droit de rentrer. On n'a pas le droit d'y rentrer, mais je vous en parlerai. On a aussi une petite nouveauté cette année. En tout cas, sur le circuit de la Doue, il est composé de 9 circuits. Il y a vraiment de tout. Ouais. Des circuits ultra rapides, donc les circuits qui sont les grosses boucles et qui sont faites pour atteindre au-delà de 300 km/h. Il y a un circuit rapide, mais avec énormément de virages pour avoir le maximum de sensations et de prendre des jets latéraux. Donc c'est un des circuits qu'on va faire, donc le circuit sec. Le circuit mouillé, donc effectivement il y en a 2, on n'en fera qu'un, donc il y a toujours 1 mm d'eau sur le circuit. Ensuite il y a d'autres circuits avec des revêtements très particuliers, enfin, c'est vraiment pour faire du développement, hein, clairement. Donc on aura accès à 2 circuits, donc c'est un track day aussi, donc en fait c'est pour reprendre un peu le schéma de la journée. C'est une journée qui est ouverte à tous les propriétaires, avec tous les accompagnants, la famille. Il y aura un peu de tous les côtés sympas. Il y aura de la piste, donc les track day, donc c'est vraiment l'opportunité de faire un track day pour un prix totalement dérisoire. On est à 59 € le ticket.
pour une journée complète de track day où il y aura plusieurs sessions, ces sessions de 15 minutes pour pouvoir tourner. Il y aura des superchargeurs sur place pour pouvoir aussi charger. Donc ça, c'est la partie piste. Il y aura aussi un village partenaire où il y aura tous nos partenaires qui seront présents pour pouvoir montrer un peu ce qu'ils font. Des assureurs, des vendeurs, mais Didier connaît bien, oui, bien sûr. Des pépites d'entreprises qui font le petit truc qu'on n'attendait pas. Je me rappelle d'une vidéo où il y avait vraiment échangé avec un ingénieur Michelin. On parlait de la fameuse puce Bluetooth connectée aux les premiers pneus connectés. Ouais, pour les Tesla modèle S Plaid qui n'étaient pas encore en France à l'époque. Et du coup, on en aura forcément sur piste également. Donc cette année, on aura de la 911. Il y en aura plusieurs. Il n'y aura pas de Ferrari cette année. Il y aura effectivement une Plaid Michelin qui est préparée. Donc ça va aller du lourd. Donc ça, c'est vraiment sympa. Bon, évidemment, la meilleure nouvelle, c'est qu'on sera là aussi. Et qu'on enregistrera un épisode spécial des Doigts dans la prise. Je sais pas si on sera en live sur Internet. Là, faut peut-être pas trop en demander. Mais enfin, rien n'est interdit. Et ce sera un plaisir parce qu'à chaque fois, on découvre des choses et puis on découvre des utilisateurs, on découvre des gens. Alors, il y en a évidemment qui viennent avec leur Tesla qui a un film orange, mat. Enfin, il y a des audaces de design, dirons-nous, qui changent un peu du gris, du rouge, du noir, du blanc, du bleu. Mais il y a aussi il y a aussi pas mal de choses. Moi, la vraie découverte de la dernière fois, c'était Revolt. On en parlait tout à l'heure avec Didier, c'est espèces de garagistes de l'électrique, mais qui, eux, font de la réparation de batteries parce que leur credo, c'est de faire durer aussi longtemps que possible les voitures électriques et de les garder sur la route. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à découvrir, mais tu le disais, c'est réservé aux membres du club, du Tesla Owners Club France, mais on a le droit de venir avec des enfants. Il y aura même des choses pour les enfants. Oui, il y a toujours il y aura des châteaux gonflables que justement nous prête Tesla. C'est les châteaux gonflables qu'on a pu trouver pendant les fameux Summer Day qu'on voyait un peu partout en France. On a pu les récupérer pour essayer de faire profiter les enfants de cette activité-là. Il y aura des baptêmes. Donc les baptêmes, les enfants ont le droit de faire les baptêmes soit en 911, soit donc c'est à partir de 12 ans. Donc 911 ou bien rentrer dans les Tesla modèle Y pour faire les baptêmes. Ensuite, il y aura des conférences. Donc la conférence, c'est pas forcément pour les enfants, mais il y aura tout ce qui est open bar avec, comme d'habitude, un peu de sucreries, des crêpes, des choses comme ça. Donc on va faire ça. Et ça veut dire faire passer la pilule pour le reste de la famille. Je vais à Clermont-Ferrand, c'est très important. Oui, bah, et nous. Non, mais voilà, les enfants sont là. Donc si les enfants s'occupaient, les parents peuvent profiter. Donc c'est papa qui parle. Voilà. Et du coup, il y a aussi il y a le fameux track day, donc je disais, mais il n'y a pas que ça. Donc, on parlait des conférences, donc il y a tout un programme de conférences. Donc la bonne nouvelle, c'est que Revolt sera de nouveau présent. Okay. Ils vont nous refaire une présentation plutôt sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire comment améliorer, comment faire vivre les voitures le plus longtemps possible. Ça, c'est leur credo. Il y aura, on a la chance, donc on est toujours accompagné par Tesla, parce qu'on a la chance d'être accompagné par Tesla. C'est notre forcément partenaire privilégié, puisque on est dans le programme de club du Tesla. Donc ils seront présents. Et donc l'année dernière, il y a eu, ça n'a pas pu être fait, mais cette année, donc on a bien une conférence spécifique de Tesla qui parle de la rétrospective des 20 ans de Tesla en France. D'accord. Tesla dans le monde en général, même pas qu'en France. Bien sûr. Mais alors, au dernier événement, ils étaient venus avec la nouvelle Tesla Model 3 revue, enfin le restyling. C'est vraiment une belle surprise, ouais. Ils vont venir avec une voiture, ce coup-là ? Aujourd'hui, j'ai aucune information à donner. J'espère que le calendrier va être en faveur de notre Todd, forcément. Je vois Didier sourire. Mais non, mais nous, on n'a rien signé, donc on peut dire qu'on attend tous la Model 3 perf, là. Par exemple. Mais on l'a vu fuiter, donc on sait qu'elle existe, tu vois. C'est juste quand est-ce qu'elle arrive maintenant. On peut tout espérer. Hein. Didier me disait en préparant ce podcast, tu sais qu'il y a un Cybertruck qui a été vu en Allemagne. Alors évidemment, c'est un peu tôt. Pas. Ah oui, c'est vrai, il peut. Parce que s'il roule, il peut embrocher des enfants, il est coupé en saucisson comme ça. Mais oui. C'est dommage, on aimerait le voir de près. Oui, mais moi aussi, moi le premier, forcément. Mais effectivement,
en tant qu'organisateur, avoir un Cybertruck qui tourne sur le circuit Michelin, ça aurait de la gueule, on est d'accord. Ce serait peut-être pas mal. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne question, ça Fabien. Tu crois qu'un Cybertruck importé, c'est légal? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce que tu peux importer une Mustang, un truc. Tu as le droit d'importer n'importe quel véhicule si après tu le fais homologuer pour avoir une carte grise. Le problème. C'est donc impossible, quoi. Le problème de Tesla, de toute façon, ça va être la connectivité. Donc, tu n'auras aucune connectivité, tu n'auras aucune prise en charge par Tesla par rapport au SAV. Tu auras déjà un problème de prise qui sera aux normes américaines. Donc, ça peut se gérer, ça. Mais c'est plus, je serais curieux de savoir si un Français, il pourrait arriver à avoir une carte grise de Cybertruck en France. C'est intéressant parce que moi j'ai vécu l'expérience, mais il y a très longtemps, d'avoir ramené une voiture des États-Unis. Alors c'était pas très compliqué parce que c'était une japonaise, c'était une Honda Civic, tout ça. Et de fait, il faut passer aux mines. Et le problème, c'est que les mines, c'est-à-dire que par exemple, ils regardent le faisceau électrique et ils disent mais il n'y a pas le tampon CE. Bah oui, il n'y a pas de tampon CE sur une Civic américaine produite au Canada. Et alors il faut refaire le faisceau électrique. Je vais vous plaisanter. Et ça avait fini. Il y a totale prescription. Hein, ça date d'il y a très longtemps. Cette Civic a vécu toute sa vie en France avec des plaques américaines. Parce qu'il y avait d'autres attraits. Moi, on aurait aimé lui donner une plaque française. Mais à partir d'un moment, quand tes contraventions de stationnement n'arrivent nulle part et que de toute façon on refuse de te donner une carte grise. Mais par contre, ça t'empêche pas de l'assurer. Alors ça, de l'assureur, lui, il s'en tamponne. Hein. Si t'as un numéro de VIN et une plaque minéralogique, lui est très content. Donc, je sais pas si les choses ont changé de ce côté-là, mais on sait de toute façon que le Cybertruck, dans sa forme actuelle, a fort peu de chances de passer les certifications chez nous. Bon, on espère qu'il y aura peut-être une version européenne, voilà, de toute façon. Ou qui vont faire le cybercar que j'appelle de mes vœux. De toute façon, vous avez bien vu qu'aujourd'hui, il y avait un article aujourd'hui par rapport à la capacité et le fait qu'ils annoncent que ils sont mis sold out sur la livraison de tous les Cybertrucks. Aujourd'hui, si vous commandez un Cybertruck, je parle aux États-Unis, hein, ouais. Vous n'aurez pas de Cybertruck en 2024, ça c'est clair. Et de toute façon, c'est que les deux haut de gamme qui sont produites, le 4 motrices et la fameuse Cyberbeast. Oui, pour l'instant, c'est le modèle très cher. On n'est pas du tout à un modèle autour ou en dessous de la barre des $40 000 et encore moins euros. Donc c'est vrai que c'est pas pour tout de suite. Donc finalement, on va peut-être se laisser le temps d'attendre. Mais voilà, tout le monde n'est pas comme Didier Pulicani. Tout le monde n'est pas allé aux États-Unis pour essayer un Cybertruck, le louer, tout ça, etc. Donc, j'ai payé cher mon essai, mais ça écoute, quand on aime, on compte pas. Mais ça a bien marché. Les gens étaient contents d'avoir ça parce qu'il y en avait pas beaucoup en français. Ah, mais c'était un des premiers essais français et je pense que tu as eu une belle audition sur ce que tu as fait en tout cas. Mais j'ai vu que mes petits copains de la télé ont été invités après par Tesla, donc. Oui. Donc on a réussi à avoir la primeur quand même avant l'essai officiel, j'étais assez content. Mais c'est l'aventure. Il y en a qui payent pour essayer, il y en a qui sont payés pour essayer. C'est ça. C'est un métier. C'est un métier. Bon, très bien. Et ben voilà. On va parler de trois petites choses. Bonne journée, je t'en prie. Ouais, bien sûr. On parlait du fait que il y a du circuit, il y a des conférences. Dans les conférences, effectivement, il y a plein de petites choses sympas. On va aussi faire un petit workshop sur tout ce qui est light show, donc comment programmer LED par LED, la puissance de la LED, voilà, via le logiciel pour pouvoir. Alors on a des spécialistes, hein, dans le club, je vous rassure. Donc voilà, donc un petit workshop, donc ça va être vraiment sympa. Et cette année, on va avoir une navette qui va faire tous les 1h30, je crois, toutes les 1h30 des allers-retours entre la base où on sera au niveau du séduire. On va éviter les mouvements de foule. Donc il y a un bus qui vient vous chercher, qui vous emmène au palais de l'innovation Michelin. Donc c'est voilà, donc on va pas voir les secrets, mais c'est comme un petit palais sympa où il y a justement un peu, on va peut-être voir le pneu sans air. Enfin, c'est un peu toute la partie innovation de Michelin. Donc c'est le petit musée interne de l'innovation chez Michelin, quoi. Pardon ? C'est le petit musée interne de l'innovation. Ouais, c'est ça. Il y a le musée de l'aventure qui raconte toute l'histoire de Michelin que vous pouvez visiter le lendemain, par exemple, hein, qui est vraiment un musée fantastique qui raconte l'aventure Michelin. Et là, on ira donc effectivement sur un petit pavillon. C'est pas un palais, excusez-moi, je me suis trompé. C'est le pavillon de l'innovation Michelin. Et donc là, effectivement, ça va être un peu toutes les news et tout ce que fait Michelin pour innover, en tout cas pour la partie pneumatique. Et enfin, avec la conférence, et ça, on finira par une fête.
Et oui, bah, comme chaque Todd, on finit par une fête. Donc cette fois-ci, on va pas rester sur le site ou en tout cas à proximité de Michelin. En 2022, on était sur le stade justement de Marcel Michelin. On avait pu avoir tout le stade, en tout cas la partie VIP du stade, c'était vraiment très sympa. Et cette année, on a décidé de privatiser le parc de Vulcania. Donc en fait, c'est vraiment très sympa, c'est vraiment un site très sympa pour ceux qui n'ont pas encore été visiter Vulcania. Donc Vulcania, toute la partie, la soirée, cocktail et puis repas, des surprises, un peu d'animation, toujours un petit quiz que Didier adore et aussi Cédric avec des questions pas toujours faciles que même moi je suis au courant. T'étais pas très bon la dernière fois. C'était pourtant très amélioré. Bon, on fait toujours un peu de Tesla forcément, on fait là où on se trouve et puis on fait aussi un peu de culture générale et c'est là où ça pêche souvent. et donc on pourra profiter de 2 attractions du parc pendant la soirée en fait. Donc ça va être très sympa, c'est-à-dire qu'en fait voilà, vous avez fini de l'apéro avant de manger à table, on se met des attractions avec le fiston pour Oscar bien sûr, et puis voilà, donc ça va être très sympa, et comme le lendemain c'est dimanche et que le lundi étant férié, il n'y a pas d'objectif de dire faut qu'on rentre absolument. On vous encourage à rester. Voilà, ben on va mettre à disposition des roadbooks pour faire visiter un peu le cirque des volcans. On va mettre à disposition de la billetterie préférentielle pour le parc, bien sûr. On mettra la billetterie préférentielle pour visiter le musée de l'aventure Michelin. Comme ça, on va profiter de la région et puis on peut rentrer tranquillement le lundi, par exemple. Voilà, ça c'était un message de l'Office de tourisme de Clermont-Ferrand qui vous remercie d'avance. Bon, ben voilà, joli programme, Fabien Sturny. Ouais. Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. Surtout, je sais, en direct, un soir où il avait autre chose à faire. Mais non, voilà. Ça fait plaisir de vous voir, je vous rassure. Voilà, un homme qui accepte les obligations de sa charge. Monsieur le Président, c'était un vrai plaisir. Merci. Et je terminerai par le dernier mot parce que c'est très important et ça nous tient à cœur. Tous les TOD qu'on organise, on met toujours en avant une association. L'année dernière, c'était l'association Pompi qui nous tenait à cœur, c'était vraiment très sympa. Et cette année, c'est l'association Rêve. Rêve, c'est une association qui réalise les rêves des enfants qui sont gravement malades. Et donc, on est content de faire tout ce TOD, ou tous les bénéfices du TOD. Alors, quand je dis les bénéfices, tous les baptêmes qui sont payants, toutes les tombolas qui sont payantes, on reverse l'intégralité à cette association. Et ça nous tient vraiment à cœur. Et donc, on va pouvoir accueillir aussi quelques enfants qui le peuvent, bien sûr, sur circuit, histoire de leur faire aussi quelques sensations et des beaux souvenirs, en tout cas. Ok. Merci infiniment, Fabien. Et puis, merci à tous les deux. Merci. On se voit le mois prochain. Ouais, on se voit très bientôt. À bientôt. Merci. Bravo. Bon, bah voilà. Au moins, on sait de quoi notre mois de mai sera fait, toi et moi. Ça te rappelle pas ces journées Tesla, tu sais, l'époque d'Apple au début, là, où tu avais les Apple User Group. Apple était derrière et encourageait ces communautés. Que ce temps est loin. Oui, ça c'était il y a très longtemps. Parce qu'évidemment, les choses ont changé depuis, mais ça a un côté comme ça. Mais ça a aussi un côté de réseau d'entraide. C'est-à-dire que quand on va dans le groupe Facebook du Tesla Owners Club, alors là, t'as pas besoin d'être propriétaire pour rentrer dans le groupe Facebook. Tu vois quand même qu'évidemment, les gens s'échangent des tuyaux, des trucs, tiens, j'ai un carrossier, il travaille bien là-dessus. Ce genre de choses. Voir des accessoires, voir tout ça. Merci d'ailleurs, évidemment, au groupe Facebook d'avoir accepté de mettre un lien vers le live de ce soir, parce que d'ordinaire, on fait pas de l'autopub, c'est interdit. Donc à chaque fois, moi, je montre pas de patte blanche et je demande l'autorisation. Mais ils le font de bon cœur. On sera ravis de faire une émission en direct là-bas, mais ce sera en direct pour ceux qui y seront. On ne sait pas si ce sera en direct sur Internet, ça dépendra de la connectivité. Pour revenir à la grande actualité du véhicule électrique, oui, je le disais en intro, on est face à une espèce de double réalité, c'est-à-dire que de fait, on a vu coup sur coup des chiffres un peu décevants chez Tesla, par exemple, qui pour la première fois a vendu au premier trimestre 2024 moins de voitures qu'ils n'en avaient vendu au premier trimestre 2023. Ça, c'était ce qu'ils ont annoncé dans leur compte à la toute fin mars. Et puis, on savait aussi que les ventes, par exemple, de voitures électriques chez Volkswagen avaient baissé, mais ça sous l'effet de la fin des subventions en Allemagne. Et il a suffi de ça pour voir arriver une flopée de papier. Mais j'ai vu des trucs, mais avec des titres, comme si comme si tout était, voilà, c'était fini. Voilà.
En fait, finalement, c'est terminé. Voilà, je voyais un papier là titré « Hier, grande star de la bourse, le véhicule électrique était tombé de son piédestal ». Ouais, enfin, allez-y quand même mollo, c'est-à-dire que bon et La bourse n'a jamais été un grand voyant de l'avenir, tu vois. C'est une photo de ce qui se passe à un instant T, mais c'est quand même pas. Voilà, aujourd'hui, tu as personne qui te prévoit la l'avenir bourse, avec, elle investit sur avec les l'avenir cours de bourse. d'ordinaire. Oui, Oui, alors bien il y a sûr. la bourse long terme et il y a la bourse court terme. C'est-à-dire que là Ah on est oui, dans ça le c'est club court-termiste, mais ultra court-termiste. Parce que même Tesla, quand ils te disent oui, Tesla depuis le début de l'année a perdu 23%, mais c'est une boîte qui a 3 ou 4 voitures à son catalogue, ouais. qui a moins de 10 ans. Enfin, c'est le yo-yo encore. Et qui est Et encore pourtant, valorisé à je sais pas combien, enfin c'est bah, beaucoup plus 30-50 ans de que, bénéfices, enfin un truc comme ça, quoi. exactement. Mais c'est en fait ce qui est terrible là-dedans, c'est que tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui ont prédit, tu sais, les oiseaux de mauvais augure de la voiture électrique. Et dès qu'il y a une petite info, Exactement. l'autre jour, je regardais un TikTok, il y avait un gars qui montrait une info d'une dame. Bon, alors c'était hyper triste parce qu'elle est morte dans son véhicule qui a pris feu, mais c'était un véhicule électrique. Ah. Et en fait, quand tu regardes les statistiques de véhicules qui brûlent, il y en a même plus de thermiques que d'électriques. Et bien plus. statistiquement. Mais évidemment, il y a cette histoire d'embrasement. Enfin, tu vois, on va pas nier non plus que les batteries ont pas d'emballement thermique, etc. C'est-à-dire que les voitures électriques brûlent moins, mais quand elles brûlent, ça brûle. Oui, et moi qui est beaucoup dans la tech, tu vois, quand il y a un problème sur l'iPhone, ça fait les gros titres, mais quand il y a un problème sur n'importe quel téléphone Android qui se charge super vite, mais qu'en fait ça crame la batterie et que les gens ils ont des téléphones qui crament dans les poches, ça ne fait des gros titres de rien du tout. Et en fait, voilà, on a de temps en temps comme ça des moments un peu d'euphorie dans les deux sens. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que quand tu écoutes par exemple quelqu'un comme Tavares qui te disait oui, quand j'ai lancé la 208, on espérait aller faire quelques pourcents de 208 électriques, et je crois qu'ils en vendent 30% en électrique. En fait, on a eu quand même une prise de l'électrique qui allait extrêmement vite, malgré les projections assez pessimistes. Et effectivement, il y a un coup de mou pour plein de raisons, et puis parce que ça reste encore cher malgré tout, faut quand même le dire. Bien sûr. Voilà, t'as aussi effectivement des marques Tesla qui étaient le moteur, puis là c'est vrai que bon, ils se reposent un peu sur leur laurier en ce moment. T'as les Chinois qui arrivent, mais ils sont pas toujours très compétitifs. En plus, on leur a enlevé le bonus, donc les gens qui se réjouissaient maintenant ils peuvent plus les acheter. Et tout ça mis dans le panier, oui, ça fait un début d'année qui est pas terrible, mais quand tu vois les projections un peu plus long terme, d'ailleurs les patrons on va en parler après, mais de certains grands patrons sont extrêmement lucides sur le fait que l'avenir sera électrique et que oui, il y aura des soubresauts. Mais oui, les papiers. En fait, tu vois, on a vanné un peu les journalistes et le web et tout, mais aujourd'hui aussi, enfin, les gens veulent ça, quoi. Ils veulent des titres un peu sans sas. Alors, tout est, oui, c'est vrai que tout est noir, tout est blanc. Exactement. Ouais, et parce qu'en fait, même d'ailleurs, dans le papier dont je parlais là, qui avait un titre, tu vois, très doom and gloom, finalement, au bout de 4 paragraphes, ils disent, bon, finalement, Bloomberg nous dit que les ventes de véhicules électriques vont augmenter de 21% en 2024. 60% de ces ventes se feront en Chine, etc., etc. Et alors avec des projections intéressantes, eux disent les élections américaines pourraient bouleverser le marché des véhicules électriques si Trump est élu en novembre. C'est pas faux. C'est d'ailleurs assez flippant, mais c'est pas faux. Oui, on est d'accord, il y a quand même des gens qui gardent un peu la tête froide. Il y avait une citation de Luca De Meo, le patron de Renault, qui dit, attendez, il y a 3 ans, tout le monde nous disait, si vous n'allez pas dans le 100% électrique, vous allez être un groupe de zombies dans 10 ans. Maintenant, tout le monde nous dit qu'en fait, on ne devrait pas du tout en faire du fait de la rentabilité ou d'autres raisons. Il dit, tout ça, c'est un peu puéril quand même. C'est pas comme ça que les choses avancent. Morgan Stanley dit 2024 sera un millésime darwinien. En gros, ils sont en train de dire qu'il va y avoir de la casse. Et alors, c'est intéressant parce que c'est-à-dire que la demande au global augmente, mais est-ce que ça suffira à absorber tous les investissements qui ont été faits, je sais plus, 180 constructeurs de voitures électriques en Chine? Pas forcément. Et donc bon, pour l'instant, les constructeurs sont récompensés en bourse quand ils annoncent qu'ils vont réduire leurs dépenses liées aux voitures électriques. Mais combien de temps ça va durer? Chez Morgan Stanley, ils disent ouais, on va peut-être avoir un petit creux de la vague, mais n'en déplaise au marché, le sens de l'histoire, il est écrit quoi quasiment. Tu veux un truc amusant, mais alors c'est vraiment juste. C'était la première fois que j'allais à Dubaï, c'était l'année dernière, donc je suis allé me balader là-bas, je découvrais un peu le coin. Et Dubaï, c'est quand même l'endroit où l'essence est gratuite. Enfin, j'exagère, mais c'est quasiment ça. Les gens adorent avoir des grosses bagnoles qui font plein de bruit. Et ben, écoute, j'ai vu plein de bagnoles électriques. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune raison
d'avoir des voitures électriques. C'est Ouais. un peu le cas extrême. Et tu croises des Tesla partout. Même Volkswagen a des modèles un peu inédits là-bas. Et en fait, tu te dis, oui, peut-être que si Trump arrive, il va peut-être essayer de mettre un peu des bâtons dans les roues, mettre voilà, enlever un peu les bonus, etc. Mais malgré tout, les gens en veulent quand même, quoi. Et c'est assez amusant de voir ça. C'est que finalement, là où tu t'y attends pas, t'en trouves quand même. Oui, moi je suis toujours assez étonné de voir ça. Alors il y a des pays où ça n'arrive pas encore parce qu'il y a des problèmes aussi parfois. Enfin si tu veux, si tu vas dans certaines parties de l'Asie ou en Afrique, etc., où il y a quand même des problèmes d'infrastructure électrique. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, ça va pas pour tout le monde. Je comprends du coup que des groupes automobiles vraiment mondiaux se disent attendez, pop, c'est pas, ok, vous habitez à Berlin, Paris, Londres, New York et ailleurs. Ok, tout ça vous concerne immédiatement tout de suite. Mais nous, on a plein de clients qui sont ailleurs et pour chez qui la demande est vraiment pas du tout encore là. Et puis, il y a aussi des réseaux de recharge à créer. Il y a plein de choses à inventer autour. Mais oui, c'est vrai que l'espèce de revirement à 180 degrés en 2 mois dans un an, mais finalement, c'était tout nul. C'est fini. Mais non, c'est pas fini parce qu'on le voit aussi dans toute l'actualité, même en termes de produits. Alors moi, il y a un truc, j'ai creusé un peu parce que comme tu le sais, je suis en train de travailler à écrire un bouquin et donc je tombe sur un papier mais qui date de mars là dans les pages opinion du Wall Street Journal. Alors les pages opinion du Wall Street Journal, c'est pas des trucs écrits par les journalistes, hein, c'est des pages opinion, ce sont des tribunes. Et là je vois les voitures électriques émettent plus de particules que les voitures thermiques. Et je me dis c'est un petit goût de déjà vu, tout ça. J'ai déjà lu ça quelque part. Eux te disent oui, à cause des plaquettes de frein, à cause des pneus, etc., etc. Voilà. Donc ça ressort des choses que j'avais déjà entendues, basées sur une étude de 2022 sur laquelle on peut revenir parce qu'il manque quand même quelques paramètres. En gros, on te dit la voiture électrique est plus lourde, donc elle a des plus gros pneus. Donc, elle émet plus de particules. Et vu que dans le même temps, les thermiques en émettent de moins en moins grâce aux filtres à particules et tout ça, bah finalement, c'est la voiture électrique qui pollue le plus. Et là, tu dis, ben non, ceci est une fausse équivalence. Ça ne marche pas comme ça, parce que là, on ne parle que des particules, mais on ne parle pas des autres quelques centaines, voire milliers de composés de la combustion du carburant qui sort d'une voiture thermique. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression de voir du coup des débats qui tournent en rond. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je vais te donner une stat. Aujourd'hui, je suis allé faire changer les pneus de ma Tesla, donc 100 000 km, on le rappelle. Je sais pas comment Moi, c'est beau. moi Hein. j'alterne beaucoup avec la montagne, donc j'ai les pneus hiver, tu vois, je suis un bon Ah. citoyen, je mets mes pneus. Mais l'air de rien, avec ces 2 trains de pneus, j'ai fait 100 000 km. C'est-à-dire que c'est la première fois que je change mes pneus. Et mes pneus hiver sont encore bons pour la saison suivante. Et ceux d'avant, j'aurais encore presque pu les garder, tu vois, la moitié de l'année. Tout ça pour dire que j'ai été très surpris de ça. C'est-à-dire que moi, je m'attendais, en plus avec les accélérations, t'en fais un peu avec les enfants, les amis de temps en temps. Au péage, t'aimes bien envoyer de temps en temps. Enfin, moi, je suis pas non plus, je suis pas la course tout le temps, mais sur les petites routes de montagne, j'aime bien m'amuser. Donc, je suis pas non plus tu vois, le bon père de famille. Et pour autant, la voiture a super bien résisté. J'ai demandé aussi à ce charmant monsieur qui m'a changé mes roues de regarder les plaquettes. Il m'a dit bon, vos plaquettes et vos disques, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont neufs, quoi. Enfin, ils ont besoin de rien. Ouais. Et en fait, quand bon, ça c'est l'exemple juste vraiment, voilà, c'est pas forcément hyper représentatif, mais en fait, ce qui se passe et ce qu'ignore beaucoup de ces études, c'est que quand tu regardes, effectivement, ils se basent sur des chiffres, sur des tests faits un petit peu en laboratoire. Tu fais freiner une voiture électrique, tu fais freiner une voiture thermique, et tu dis ah ouais, l'électrique elle consomme plus de plaquettes. Sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu freines jamais. Tu as une conduite extrêmement coolée. Et puis même les accélérations, alors je crois que c'était chez Michelin, on me disait en fait nous on a fait un peu des études et ce qui se passe chez les gens qui ont des voitures électriques, c'est que au début ils font des accels comme ça parce qu'il y a le couple et tout, et en fait après ils ont une conduite très très douce, et le fait d'avoir de la régénération t'encourage beaucoup moins justement à faire des freinages brusques et même des accélérations brusques, ce qui est assez marrant. Oui, c'est-à-dire que dès que tu lèves le pied, la voiture se met à décélérer toute seule, voilà, avec un équivalent de frein moteur, hein, c'est du frein moteur, mais qui lui permet en plus de régénérer de l'énergie. On estime que sur certaines voitures, ça représente jusqu'à 10% de l'énergie qu'elles consomment, donc finalement, ça fait quand même une chouette différence à la fin, mais surtout, ça t'évite de toucher à la pédale de frein. C'est pas vrai pour toutes les voitures électriques. ça. Moi, j'avoue qu'on m'en parle en disant oui, non, sur celle-là, tu peux pas conduire avec une seule pédale, en gros. Genre la Porsche, tu vois. Oui, ça c'est fou. Mais bon, oui, mais parce qu'une Porsche, ça se conduit, quoi, tu vois. Bon.
Mais c'est vrai aussi. Alors Tesla, c'est peut-être le meilleur exemple, je sais pas, j'en sais rien. Mais enfin, chez les Zoé, sur toutes les voitures électriques, les Prius, etc., ils ont quand même la réputation de pas avoir de plaquettes qui changent régulièrement. Et d'ailleurs, moi, quand tu regardais les stats, je crois les particules, c'est un tiers les pneus, un tiers les freins et un tiers c'était la combustion. Donc ça, tu enlèves pour les voitures électriques, mais tu peux quasiment enlever les 2 tiers des productions de particules. Il reste les pneus et effectivement, les pneus, bah là, tu vois, j'ai lancé un petit tweet et j'ai plein de gens qui me disent ouais, moi j'avais le train d'origine 130 000 km, mais tu y croirais pas à ce genre de truc, quoi. Parce que effectivement, avec le thermique, maintenant les pneus sont améliorés. Alors ça pourrait être tiens un sujet avec Michelin de discuter de ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont des stats? Moi, ça m'intéresserait beaucoup quand même de savoir les données qu'ils pourraient avoir autour de ça, quoi. J'ai pas ressorti d'études, mais je l'avais bien évidemment lu et je m'étais gratté la tête en voyant certaines mesures. Et je suis allé jusqu'à, tu vois, aller faire un peu de recherche en disant, attendez, eux disent on émet tant par kilomètre ou 100 kilomètres ou 100 miles, je me souviens plus. Et je calculais, je disais, mais il y a un problème, c'est-à-dire que tu fais une règle de 3 avec le poids d'un pneu, tu estimes combien pèse la bande de roulement de ce pneu, en gros combien tu peux de combien tu peux user le pneu avant d'en changer, et ça ne tenait pas du tout, c'est-à-dire que, enfin voilà, il y avait des chiffres qui pour moi tenaient pas trop la route, mais c'est pas tellement ce papier-là qui m'a intéressé, c'est que du coup j'étais sur le site du Wall Street Journal, et que là derrière je vois un autre papier qui dit oui, la Californie veut vous forcer à acheter une voiture électrique, et puis un autre encore qui, enfin ils étaient tous sur le même message, et tout ça en l'espace de, je sais pas, 2 semaines, justement à la suite de ces papiers qui disaient ouais, le marché s'est retourné, c'est terminé, etc., etc. Et j'ai été frappé. Alors c'est les pages opinion du Wall Street Journal, c'est quand même parfois un peu particulier. Et du coup, je suis revenu sur le premier papier en disant mais qui a écrit ça? Et là, je vois les deux sont avocats. Enfin, ils travaillent dans un cabinet d'avocats. Et je dis mais qu'est-ce qu'un cabinet d'avocats me parle de l'usure des pneus? Et donc je suis allé voir le site du cabinet d'avocats. L'essentiel des gros clients du cabinet d'avocats travaillent dans l'énergie. Pas la renouvelable, hein, l'énergie à l'ancienne, c'est-à-dire le pétrole et le reste. Bon, accessoirement, ils donnent de l'argent. Enfin, le cabinet d'avocats, en l'occurrence, a travaillé, sinon pour Trump, du moins pour des soutiens Trump. Enfin, voilà. Tout à coup, tu vois d'où ça vient et tu dis mais c'est du lobbying en fait. Bon, les pages opinion de tous les journaux sont toujours un peu du lobbying, mais là, ça va assez loin. Et on a l'impression que tout à coup, la petite baisse de régime de certaines ventes a ouvert une brèche dans laquelle ils s'engouffrent assez rapidement. Après, ouais, je t'en prie. Pas pour les défendre, mais moi je suis toujours amusé de voir les papiers nous qu'on fait et de voir que on en a des fois qui explosent en termes de stats, vraiment qui explosent, et souvent c'est le bashing, quoi. C'est-à-dire que tu vois, que ce soit Apple, que ce soit tout un tas de trucs, mais effectivement, quand nous on fait des tests de voiture, dès qu'il t'arrive le moins de soucis, ça peut exploser en termes de stats. Et il y a quand même aussi, alors, mais les journaux laissent un peu faire les journalistes autour de ça, parce que c'est quand même plus cool quand tu fais un grand trajet en électrique, puis que la truc elle charge pas, et puis que tu as des problèmes, etc. Donc oui, on aime bien aussi un peu, je pense, se faire mal de temps en temps, faut le dire. Oui, et puis de toute façon, c'est vrai que c'est les titres les plus négatifs qui font le plus de clics. Mais bon, voilà, ça n'a qu'un temps. Je le disais, si le marché est mort, bah quand même, dans l'ensemble, il bouge encore. J'ai vu l'arrivée sur le marché du Q6 électrique d'Audi. Tu l'as essayé? Non, moi j'étais pas invité pour l'essai. Dommage. Que dire? Que dire de Audi en général? Moi je suis triste quand même pour cette marque. Ah bon? Audi, c'était le Quattro les années 80. Ah oui, bien sûr. Tu vois, c'était disruptif, c'était beau, il y avait tout chez Audi, quoi. C'était vraiment, c'était chic et sportif. Et c'était Deutsche Qualität, voilà. Ouais, exactement. Puis elles avaient une vraie identité, tu sais, un petit peu avant le rachat de Volkswagen, etc. Et maintenant, moi, alors je veux pas être méchant parce qu'il y a beaucoup de fans d'Audi et tout, mais c'est devenu une espèce de Porsche low cost, quoi. Enfin, vraiment, le Q6, c'est un Macan moins bien, quoi. Ou de Volkswagen trop cher. Ou de Volkswagen trop cher. Ouais, mais encore, Volkswagen est déjà trop cher, donc. Ah oui. Mais oui, les intérieurs sont. Alors, j'ai vu beaucoup d'articles qui étaient un peu dithyrambiques parce que les gens aiment Audi et que Audi les bichonne, etc. Mais c'est vrai que les intérieurs sont tristounes, ils manquent de modernité. Tu regardes par rapport à Mercedes, à BMW, c'est plus du tout ça. Sur le plan électrique, bah, ils reprennent exactement les trains roulants de Porsche. Il n'y a plus de travail Audi, ça n'existe plus. Les gens ils disent oui, le Quattro. Non, il n'y a plus de Quattro, c'est Volkswagen maintenant. Donc ils ont tous le même Quattro. Et du coup, c'est vrai que où est l'identité Audi finalement?
on a toujours ces grosses calandres, elles se ressemblent toutes depuis des années. Voilà, à part le blason, je sais pas où est Audi, moi. Alors dis-moi ce que tu en penses, mais je sais pas, en fait, c'est le problème j'aimais bien cette marque, quoi. C'est le problème de ces marques qui avaient une telle identité que c'est dur d'imaginer des voitures qui vont pas servir le public qu'ils ont déjà. C'est dur, tu sais, c'est un peu comme quand Harley sort une moto électrique. La première réaction, c'est quoi? Mais vous avez osé, mais jamais. Moi, je veux mon bicylindre et puis c'est tout qui fait pat. Donc c'est compliqué d'arriver en contre face à tes propres clients. J'ai déjà raconté l'histoire des pubs BMW et Porsche sur Facebook ou qui se font pourrir dans les commentaires par des possesseurs de BMW et de Porsche qui disent mais tu vois, how dare you? Comment vous osez essayer de nous imposer de conduire des machines à coudre? Et je pense qu'Audi sont un peu dans la même position. Donc ils ont pas eu de chance que leur premier bébé électrique était pas vraiment une réussite. Ouais, c'était lourd, ça consommait beaucoup. C'est pas mais après, le fait de faire des Porsche rebadgés, c'est pas mauvais parce que la Taycan est super et l'Audi e-tron GT est très bien aussi. Là, le Q6, tu vois, ça va être quand même une bonne voiture parce que le Macan est une bonne voiture. Mais où sont les ingénieurs Audi, quoi? Qu'est-ce qui te fait, à la limite, pour un budget assez équivalent, qu'est-ce qui va te faire prendre une Audi plutôt qu'une Porsche, sachant que c'est la même voiture? Et c'est ça la question aujourd'hui quand même. Alors qu'avant, tu te posais pas la question entre, j'en sais rien, une Quattro et un Boxster, quoi. Ça avait rien à voir. Et là, on se pose cette question-là. Donc, et d'ailleurs, la plupart des gens ont tranché. Hein. Ils achètent des Taycan, ils achètent pas des Audi e-tron GT qui se vendent pas du tout, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, je pense qu'ils sont forcés d'une espèce de transition douce. Tu vois ce que je veux dire? En disant, on va vous proposer des trucs qui ressemblent à ce que vous connaissez déjà, en essayant de nous faire passer à l'électrique. Et puis, des voitures qui sont pas données. Je sais plus combien il va coûter le Q6 électrique, mais c'est, oui, non, c'est pas donné du tout. J'ai plus les chiffres du tout sous les yeux. C'est pas donné. Ouais, ce serait un petit peu moins cher que chez Porsche, je crois, mais par contre, c'est vrai que les specs sont super, voilà, c'est bien fini. On peut pas, quand tu montes dans une Audi, ça reste quand même des beaux véhicules, mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus la magie qu'on avait avant. Et s'ils veulent récupérer leur public Audi, qui malgré tout, tu vois, c'était du Volkswagen, il y avait un peu les mêmes moteurs que sur les Passat, les machins. Bon, on dit ce qu'on veut, mais il y avait quand même une touche Audi. Là, c'est vrai que les progrès, ils sont plus sur la connectivité, sur la partie électrique et tout. Donc là, ils héritent ça de chez Porsche. Et la connectivité, par exemple, est plus terrible chez Audi. Voilà, Porsche fait un beau travail avec Porsche Digital, là c'est vraiment magnifique ce qu'ils font, mais ça suffit pas encore à être vraiment dans le haut de gamme. Et on attendrait de chez Audi, tu vois, qu'ils aient un truc que ça claque, qu'ils aient un truc différent, quoi, des grands écrans, des machins. Non, là c'est le même écran que la Taycan, enfin tu auras le même système, etc. Dans les choses dont tu me disais que tu les avais essayées récemment, il y a la nouvelle Kia EV9, le SUV. Oui, j'ai pas encore publié le test, tu vois, mais il y a pas beaucoup de SUV 7 places. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui aiment ça, mais les taxis, les gens qui ont 3 enfants et plus, les gens 3 enfants et 2 chiens, bonjour, oui. Voilà, non mais Cédric de rien, de Paris, ce public-là, il a pas beaucoup de choix en électrique parce que Tesla n'a pas sorti son modèle Y 7 places en Europe. Je ne sais pas pourquoi, c'est étonnant. Moi, j'aimerais bien le voir de près un jour parce qu'en fait, c'est rajouter 2 places dans le coffre, dans l'ensemble. Hein. C'est un peu voilà. Mais ça dépanne, quoi. Tu peux mettre, si t'as un gamin de plus et tout, tu peux le mettre dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as le QB, en gros. Il y a le prochain 5008, mais il n'est pas encore sorti. Et t'as le Kia EV9. Et je vois même pour des taxis, pour des gens un peu qui ont besoin de transporter de la troupe en électrique, qui veulent absolument une voiture électrique de société, etc. Finalement, c'est une voiture, c'est une Kia très chère. Elle coûte 70 à 80 000 euros pour une Kia, tu vois. Mais en fait, en face, t'as rien. C'est-à-dire qu'en face, tu as le modèle X, tu as des voitures comme ça, qui sont très très chères, Mercedes EQS SUV par exemple. Et finalement, cette voiture, écoute, je l'ai essayée, elle a une grosse batterie, donc elle a beaucoup d'autonomie, elle est relativement efficiente. Moi, j'ai pu faire un Paris-Nîmes 700 km avec un arrêt de 25 minutes. Donc c'est quand même vraiment bien. C'est beau, elle fait quelle taille la batterie? Elle fait 100 kWh et tu la recharges en 24 minutes à 80%. Ah mais c'est magnifique. Fabuleux. Donc en fait, eux, ils ont un peu tout réussi. Évidemment, c'est quand même des gros packs de batterie, mais bon, la voiture fait 2 tonnes et demie. T'as pas le choix, quoi. Tu peux pas. Soit tu fais comme Volkswagen dans la ID Buzz et tu mets un petit pack de batterie et du coup tu fais rien comme. Ça c'est presque je l'ai vécu presque comme une trahison parce que je l'ai tellement attendu cette voiture. On rappelle l'ID Buzz, c'est l'équivalent remis à jour, quand même très largement remis à jour du comment s'appelle du combi.
Volkswagen, qui a fait la beauté des années 60-70. Et voilà, évidemment, quand ils ont annoncé on va faire une ID Buzz qui sera le combi mais passé à l'électrique, à l'air moderne, etc. C'est ouais, génial, familial, super, de la place, etc. Et en fait, elle est décevante cette voiture. Enfin, elle est décevante d'abord par son autonomie, c'est-à-dire que ça tient plus. Je comprends pas quelle est la promesse en fait. Si elle était pas chère encore, tu te dirais bon, voilà. pourquoi pas, mais à ce prix de pas avoir une grosse batterie, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ils ont présenté une nouvelle version là, à rallonger, qui a 3 kWh de plus. Enfin, c'est d'un ridicule. C'est très curieux parce qu'ils ont la place de mettre une grosse batterie, donc je ne comprends pas. Étonnant, mais voilà, je sais pas. Tu vois, c'est les mystères du groupe Volkswagen. Il y a vraiment des choses qui nous dépassent, quoi. Bon, en tout cas, ça ouvre des portes à des gens comme Kia, ça c'est bien. Parce qu'ils ont fait des chouettes voitures électriques déjà jusque-là. La 7, elle est bien. Enfin, il y en a plein que ce que j'ai vu jusque-là était quand même. Voilà, j'ai jamais essayé pour tout dire. Et pour les fans de tech, dans le V9, tu peux l'ouvrir avec ton téléphone. Tu as CarKey d'Apple et même ton Apple Watch dans une Kia. Donc tu vas à la plage juste avec ton Apple Watch et tu peux démarrer ta Kia en revenant sans avoir pris de clé. C'est pas mal quand même, hein. Ouais, ça je te l'ai bien vendu là. Hein. Ouais, tu me l'as bien vendu. 73 000 €. Hein, voilà, on n'a pas encore le budget pour se l'acheter, mais. Voilà, c'est-à-dire que voilà, ça pourrait donner envie, mais quand même. Ce truc-là devrait coûter 50 000 € en vrai. Hein. C'est juste qu'en électrique, on n'y arrive pas encore, quoi. Ouais, c'est pas encore pour tout de suite. Moi, ça, c'est pour bientôt. Alors, justement, il y a aussi la voiture que tu n'as pas essayée ce mois-ci. C'est Fisker. Écoute, Fisker a annulé mon essai la veille. Donc, bon, je leur en veux pas parce que quand tu vois leurs résultats, disons leur péripétie, on va dire, financière, c'est clairement un constructeur qui, je pense, n'a absolument aucune chance de survivre, sauf coup de théâtre magistral, ouais, ça va pas fort. De sauvetage. Et oui, alors moi je pense surtout aux gens qui ont acheté la voiture parce que c'est eux quand même qui ont payé les pots cassés, mais ils ont pris le risque. Mais c'est vrai que c'est un gros risque parce que tu as le risque que ta voiture marche plus quasiment. Tu sais, t'as pas d'aide, enfin les aides à la conduite sont jamais vraiment sorties. Oui, c'est vrai. Le software il est encore balbutiant, même si les dernières mises à jour sont pas si mal. Et le produit était sympa, le Fisker Ocean il est beau, très vraiment, beau. Il y a plein de choses bien pensées. Enfin, tous les gens qui l'ont vu, qui sont montés dedans, avaient envie de l'acheter, donc c'est quand même une réussite sur ce plan-là. Mais il y a plein de choses qui marchent pas. D'ailleurs, tu as MKBHD, tu sais, le gros youtubeur américain de tech, Marques Brownlee, oui, qui a réussi à en avoir un parce que Fisker voulait pas lui en donner et qu'il a défoncé. Et j'ai même vu des papiers. Ah oui. J'ai vu des papiers qui nous disaient est-ce que MKBHD a fait couler Fisker? Oui, c'est ça. Non, il a fait une vidéo en disant en gros c'est la pire voiture électrique que j'ai essayée jusque-là. Et chez Fisker, ils ont été assez surpris. Donc ils l'ont même contacté en disant mais qui vous l'a prêté? Enfin c'était bon. Ouais, mais je pense que ils étaient au bord de la falaise déjà quand même dans l'ensemble. Mais pour des raisons d'abord financières, hein, et puis. Moi, je trouve juste ça dommage que quand même une boîte qui est américaine officiellement, hein, même si lui n'est pas américain, mais le fait qu'aujourd'hui tu as quand même des grosses boîtes dans la Silicon Valley, Apple, Google, et tu vois, on a des Xiaomi qui pourraient faire de la voiture électrique un peu. Il y en a aucun qui s'est dit attends, on a quand même un mec qui a fait un design pas mal, le système il est pas parfait, mais nous on pourrait mettre notre patte dessus. Il faudrait juste un peu avoir des usines et puis mettre un peu d'argent. Et encore là, tu vois, c'était fabriqué en Autriche par Magna, qui était quand même qui a tout un bagou derrière et qui potentiellement a besoin juste de liquidité. Et finalement, il est facilement sauvable, Fisker. Mais je suis surpris que ça fasse envie à personne. Personne veut s'aventurer là-dedans, en fait. Ça vaut pas le coup, quoi. Alors, les dernières rumeurs disent que Nissan pourrait se rapprocher pour leur reprendre leur modèle de pick-up pour le marché nord-américain. En gros, ils s'offriraient un pick-up déjà tout fait, quoi. Enfin, déjà prêt à partir. Ça a été un peu démenti et d'ailleurs ils sont mis avec Mitsubishi parce que tu sais, les Japonais préfèrent être entre Japonais. Hein. Même avec Renault, on a vu, c'était pas le. Nous reviendrons un jour. Ils s'en séparer, ils le font. Nous reviendrons un jour sur cette longue histoire. Mais oui, moi je dirais que c'est un peu la DeLorean de la voiture électrique. Cette voiture, c'est qu'elle avait un côté assez fou et que finalement, celles qui rouleront, c'est comme la Fisker Karma, j'en croise de temps en temps. C'est rarissime, mais c'est magnifique et tu te dis ceux qui ont acheté ça sont des fous. Voilà. Mais c'est une belle folie. Et alors, dans la série des rumeurs, on a eu des rumeurs dans un sens puis dans l'autre sur le sujet de ce qu'on appelle la Model 2, c'est-à-dire la Tesla à bas prix. À bas prix, faut s'entendre, hein, ça veut dire 25 000. Mais dont on dit qu'on l'attend et qu'on l'attend toujours. Coup sur coup, on a entendu, oui, finalement, ce serait annulé. Et puis, finalement, à demi-mot, Tesla, maintenant, on dirait non, enfin...
flippez pas, on est sur le coup. Ça laisse toujours une variable en l'air qui est celle du temps chez Tesla, parce que on t'annonce des choses et puis après ça prend beaucoup de temps. Et puis tout ça sur un marché qui est en train de changer, parce qu'évidemment la pression des constructeurs chinois qui eux ont toute intention de sortir du 25 000, du 20 000, du 15 000, puis du 10 000. Peut-être que Tesla se dit finalement, est-ce qu'au moment où elle va sortir, est-ce qu'elle sera encore pertinente pour le marché, ou est-ce que finalement j'ai quand même besoin d'avoir cette voiture-là au catalogue, quitte à en vendre moins que ce. Enfin, on comprend. On sait pas s'ils ont pris une décision. On comprend qu'ils puissent se poser la question. En fait, quand tu lis le master plan, tu sais, je sais pas si tu vois oui, ce que c'est de Elon Musk, il a écrit. C'est-à-dire le grand plan secret qui n'était pas secret du tout. Qui n'est pas secret. Du tout. Et en fait, qu'il exécute à la lettre depuis le début. Donc, il en a plusieurs versions. Il y a la première version, deuxième version, etc. Et c'est marqué dedans que la finalité, c'est de faire un véhicule à bas prix. Donc, moi, je le vois pas annuler ça, dans la mesure où, quand même, si tu veux faire vraiment de la voiture populaire et à grande échelle, il faut une voiture autour de 30 000 et quelques euros, 35 000 allez maxi avec des options, etc. Donc quelque chose d'achetable par tout un chacun. Après, en fait, ce qui s'est passé chez Tesla, je pense, et comme ils n'ont pas une énorme capacité industrielle malgré tout, c'est qu'ils ont fait cette erreur de faire ce Cybertruck, un délire de Musk, mais qui sert vraiment à rien, à part je pense. Le délire lui-même, quoi. Mais c'est très bien, c'est super. Moi, je trouve ça bien qu'on arrive à faire des choses comme ça. Mais effectivement, si tu veux changer le monde, c'est peut-être pas un Cybertruck qu'il faut sortir. Et je pense qu'il s'en mord les doigts un peu aujourd'hui et qu'il a bien compris que il y avait des Chinois, que BYD qui sous-estimaient un peu, ils ont quand même réussi à faire des trucs qui sont pas mal, et que d'ici à ce que son truc sorte, il risque d'y avoir beaucoup de monde sur le marché. Tu le vois avec la Renault 5, avec la C3. Oui. Et même aujourd'hui, les Mégane et les 3008, ils commencent à taquiner du modèle Y sur les prix, sur l'autonomie, sur plein de sujets. Et Tesla, en fait, moi je pense que c'est un sujet global de Tesla, c'est-à-dire que Tesla s'est un peu endormi ces dernières années et qu'aujourd'hui, ils doivent se poser plein de questions en interne de où est-ce qu'on met les priorités. Après, moi je pense qu'ils vont le faire. Il y a toujours cette lubie aussi du robot taxi de Musk qui à mon avis, pour moi, n'est pas si une lubie que ça, mais je sais pas comment dire, je pense que c'est un truc en parallèle, c'est-à-dire qu'il continue d'avancer là-dessus. Moi qui ai essayé des voitures autonomes aux États-Unis, je trouve ça super, vraiment. Je pense qu'il y a un vrai avenir, alors que les gens n'ont pas du tout l'impression que ça va être l'avenir, parce que je vois ça comme vraiment un moyen de transport. Dans Paris, on est beaucoup à prendre des Uber assez facilement. Ouais. Et en fait, je pense qu'on prendra ce genre de voiture, mais je pense qu'il y aura toujours le besoin d'une voiture personnelle, et notamment dans les campagnes, dans plein d'endroits, et qu'ils peuvent pas se passer de ça. Donc c'est comme le modèle Y, t'as dit il sortira sans volant, machin, puis il fera quand même son modèle 2, peut-être en version robot, peut-être en version classique, quoi. Ça, on va le savoir, c'est-à-dire que je crois que c'est le 8 août prochain qu'ils ont annoncé qu'ils vont présenter leur robot taxi. Alors c'est toujours le même plan, mais la stratégie varie un peu, parce qu'en fait, on pensait que c'était toutes les voitures existantes qui allaient devenir des robots taxis, mais il y aura donc un modèle spécifique. C'est intéressant, il faut voir où ça fonctionne. Moi, comme je dis toujours, tant que ça passe pas à la place de l'Étoile, c'est que c'est pas prêt. Oui, ils peuvent passer à côté, tu sais. Oui, sûr. À San Francisco, ils évitent les quartiers un peu pénibles. Mais tu sais, vraiment, j'invite les gens à aller, parce que ça marche pas beaucoup. C'est pas des sujets trendy. La voiture autonome, ça fait pas rêver les gens. C'est bizarre d'ailleurs. Ouais, parce que ça fait pas rêver. C'est pas un truc. Tu vois, quand tu conduis un truc, ça te fait rêver, mais quand tu montes dans un bus, ça te fait pas rêver. Donc c'est exactement ça. Mais par contre, l'expérience est super. Moi, j'ai adoré rentrer dans une voiture où tu peux mettre ta musique, tu peux t'arrêter où tu veux, tu peux refaire le trajet en cours de route. T'es pas obligé de parler au mec qui te conduit, etc., etc. Et en plus, quand t'es une femme, des fois, elles se font harceler, etc. dans ces trucs-là. Donc vraiment, je trouve que ça coche beaucoup de cases quand même s'il y aura un peu de casse sur les chauffeurs, sur tout un tas de choses. Mais je pense que ça tuera pas les chauffeurs privés, tout un tas de professions là-dedans. Non. Mais je pense que ça répond à une vraie problématique qui, en plus, les villes super denses. Aujourd'hui, tu as quand même besoin aussi de pouvoir te déplacer vite, quitte à mettre un peu le prix. Quand tu sors de ton avion, t'as pas envie de te taper 3 heures de métro avec les femmes, enfants, et tu as envie de prendre un taxi. Donc il y a la place pour ça. Mais est-ce que c'est la priorité par rapport à un modèle 2 ? Moi, je pense qu'il fait tout en parallèle. Oui, c'est fort possible. Alors, on parlait des constructeurs qui ont plus ou moins de soucis. Il y en a un qui en a pas, c'est BYD, le chinois, évidemment, encore une fois, qui maintenant, ça y est installé chez nous. Il y a des concessions, il y a tout ça. Ils ont, eux, toute une gamme de véhicules. Il y avait un grand papier dans le New York Times qui disait, si vous voulez savoir d'où vont venir les prochains problèmes des constructeurs américains, regardez BYD, parce qu'évidemment, eux ne font
Ils font que de l'électrique, corrige-moi. Oui, ils font que de l'électrique. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en Chine, ils ont des Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'avais un doute. Ils réfléchissent aussi à nous les amener un petit peu. Mais comme MG, t'as l'impression qu'ils font que de l'électrique. En fait, ils font beaucoup de thermique. Et d'ailleurs, à Dubaï, j'ai vu beaucoup de thermique MG. C'est amusant parce que chez nous, on a quasiment que de l'électrique. Ah non, on a que de l'électrique, pour ainsi dire. Enfin, de l'hybride aussi un petit peu, Mais voilà, BYD qui lui est en une phase de croissance absolument forcenée. Alors évidemment, là aussi, avec beaucoup d'intégration verticale, ils font leur batterie, ils font plein de choses. Enfin, on sait de toute façon, et c'est là où le papier de Bloomberg que je citais tout à l'heure avait pas complètement tort. On sait qu'il va y avoir des morts, enfin des morts ou en tout cas des blessés graves. Mais ce marché-là, il a pas fini de se redéfinir. Il est pas, enfin l'histoire est pas terminée pour qui que ce soit d'ailleurs, parce qu'on pourra aussi avoir des surprises, des bonnes surprises venant des. J'attends évidemment beaucoup la sortie de la R5 chez Renault, la nouvelle R5. Peut-être par nostalgie, mais peut-être ne serais-je pas le seul. On parlait d'Audi tout à l'heure, chose rassurante, voir le patron d'Audi dire en toutes lettres, non mais attendez, le futur, c'est ça, hein, nous roulerons tous à l'électrique, entre guillemets, dit le patron dans une interview, Herbert Diess, qui dit que lui, il est dans une stratégie d'électrification massive. Bon, je pense qu'il y a des enjeux de diplomatie pour arriver à convaincre tout le monde en interne, et puis aussi pour investir là où il faut, c'est-à-dire beaucoup sur le logiciel, sur etc. Mais là où on a nous au sens large, des constructeurs dont on sent qu'ils dansent sur un pied, puis sur l'autre, puis même s'ils continuent de développer leur activité électrique, là au moins le message est clair. Mais peut-être que ce que fait Audi est plus homogène, et donc c'est peut-être plus facile à projeter directement vers l'électrification que quand tu as une immense gamme qui va de la toute petite citadine jusqu'au très gros SUV comme un Stellantis, un Renault, etc. Et puis, je pense que le haut de gamme se rend compte aussi qu'on peut commencer à faire des trucs vraiment pas mal en électrique. C'était ce qui n'était pas forcément le cas il y a 3-4 ans. Je prends un exemple, c'est Lotus, tu sais, qui fait son e-lettre. Là, e-lettre, je crois que c'est 70% de leurs ventes maintenant. Ah oui. mais alors que Lotus, ça fait toujours des voitures, enfin, ça existe encore, tu vois. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Rolls a sorti une Rolls électrique. Oui. Et tout le monde s'est dit, mais Rolls, attends, ils ont des V12 et machin. Enfin, déjà, si, j'adorerais. Mais en fait, j'adorerais essayer une Rolls électrique. Mais attends, Rolls, c'est quand même une marque, ils font tout pour que tu n'entendes pas le moteur. C'est-à-dire que depuis le début, ils auraient dû avoir une voiture électrique, en fait. Et finalement, en fait, petit à petit, tu t'aperçois que les clients de Audi, il y en a plein, c'est monsieur qui roule avec son gros 4x4 en ville, il s'en fiche du bruit, c'est la prestance, c'est le blason, etc. Et puis, il veut avoir les chevaux quand même quand il a envie de s'amuser. Et ça correspond en fait à tout ça. Et maintenant, on commence à avoir l'autonomie, on a la puissance, on a la recharge rapide, et on a les bornes. Et quelque part, tout ce qui manque, c'est juste d'arriver à amener les clients vers ça. Donc, il faut un peu des déclarations pour les préparer. Et puis, après aussi, je pense qu'il y a un problème de R&D, d'actionnaires, de se dire, bon, le moteur thermique, si on commence à investir dedans, ça commence à être coûteux. Mettons peut-être un peu de rond dans la charge rapide, dans les batteries, tout ce qu'on faisait avant finalement. Et ne laissons pas aux Chinois aussi tout le savoir-faire, quoi. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'il y a quand même des places à prendre. Enfin, c'est-à-dire que il y a un train à pas rater en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas dans 10 ans que ça va se jouer, c'est clairement maintenant, totalement. Si t'es constructeur automobile. Alors je voyais qu'Aston Martin a décidé de repousser la sortie de sa première voiture électrique. Bon, ok, soit. Pourtant, de fait, quand ils regardent Lotus, Porsche et les autres, ça devrait les inspirer. Bon, ils le repoussent d'un an, hein, c'est pas énormément. Ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de demandes. Ils préfèrent se concentrer sur l'hybride. Plus surprenant, encore une fois, Stellantis, qui dit, bon, finalement, la Fiat 500, elle est super, mais on va peut-être la refaire en thermique, en fait, parce que j'imagine que ça permettra de faire baisser son prix, dans un design qui lui plaît beaucoup. Moi, j'en vois plein sur les routes des 500e. Ouais, en fait, elle s'est bien vendue au début parce que elle était relativement pas trop chère, on va dire, par rapport au marché. Mais le marché a changé. Et eux, ils n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas baissé les prix. De toute façon, Tavares ne veut pas baisser les prix. Même la 208 électrique, elle a baissé un peu parce qu'il y avait la 308 qui va baisser un peu parce qu'il y a le 3008. Mais tu sens que c'est des baisses vraiment à la marge. C'est dommage parce qu'effectivement, il y a un beau potentiel. De toute façon, c'est une voiture qui n'embête. Toutes les gens qui l'ont, ils l'adorent. Sauf quand ils font des fois des grands trajets, ils trouvent que c'est quand même un petit peu juste. Voilà, alors que tu pouvais le faire avant avec la 500, et c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied. Mais ce qui est amusant quand même, et moi j'ai même vu, tu vois, chez Renault, là, quand il y avait les R5, quand tu voyais l'architecture, j'ai des gens qui s'y connaissaient un peu et qui me disaient, tu vois, la façon dont c'est fait,
Bah, le bloc, il serait pas très compliqué à remplacer par un bloc thermique. En fait, ils vont peut-être pas le faire, mais au cas où, le truc est prêt, quoi. Et d'ailleurs, une R5 thermique, si vraiment elle se vend pas, ou si je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Donc ils ont toujours les moyens. Moi, je suis pas sûr qu'ils la fassent quand même la 500 thermique. Mais alors, tu veux, tiens, j'ai une histoire amusante sur la 500. Tu sais que la 500, en fait, quand elle est sortie au début, elle était en thermique. Il y a des petites versions un peu hybridées. Et en Californie, il y avait une loi. Alors, je sais plus pourquoi. Ils ont fait une 500 électrique à l'époque pour la Californie. Tout à fait. Et alors c'est très amusant, c'est qu'on les voit en Europe maintenant. Bah ouais, mais en fait on les a récupérés en Europe. Donc j'en ai vu pas mal en Pologne récemment et en Italie aussi, je crois. Et en fait, je pense qu'il y avait la Californie avait imposé un quota de voitures électriques probablement à chaque marque, chaque constructeur, etc. Et donc ils l'ont sorti un peu en urgence, mais avec en package pas cher. Moi j'ai un ami qui habitait là-bas à l'époque et qui me disait attends mais c'est incroyable, j'ai cette voiture, elle me coûte $100 par mois. Tout compris, hein, le leasing et l'assurance. Aujourd'hui, t'as des gens qui l'achètent parce qu'ils trouvent ça cool en ville et tout. En plus, elle est belle. Puis c'est la version un peu plus compacte même encore. Donc, Mais tout est possible en fait, finalement. Mais par contre, là, l'histoire nous prouve que malgré tout, les plateformes multi-énergie, c'est quand même pas les meilleurs sur le plan électrique. Tous ceux qui font aujourd'hui, ils sont dans des grosses problématiques. Tu vois le 5008 là qui va sortir en version 2 roues motrices avec une énorme batterie et en 4 roues motrices avec la petite batterie. Parce qu'ils n'ont pas la place de mettre soit le moteur, soit la grosse batterie. Tu te dis quand même, c'est fromage ou dessert. Ouais, c'est fromage ou dessert. Puis là, quand tu le payes ce prix-là et que tu as une grosse version 4x4, tu veux pas une petite batterie. Donc, on est un peu à un moment où, on se cherche encore un peu. Et quand tu vois Tesla, qui a quand même fait depuis 2012 le pari du 100% électrique, et qui aujourd'hui, on n'imagine pas une Tesla thermique, même si elle a qui non, ce serait une grosse joke quand même. Ouais. Tu vois le temps qu'ils ont gagné à pas se poser ces questions-là. Et c'est vrai que les constructeurs chez nous, bah, ils sont embêtés, quoi, parce qu'ils ont encore des marchés qui sont encore en thermique. Ils ont aussi le fait que l'électrique reste encore un petit peu plus cher et que ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec l'Europe, avec toutes les règles qu'on met en place. Donc moi je comprends quand même aussi cette hésitation malgré tout, tu vois. Et alors après, tu tombes dans certains constructeurs dont on ne comprend plus la stratégie. Là, je parle de Toyota. À chaque fois que Monsieur Toyoda prend la parole et il dit non mais l'électrique, nous on n'y croit pas. Alors ils font des règles de 3 en disant regardez finalement on fait plus d'économie de CO2 en sortant des hybrides. Alors il y a des choses qui sont discutables, hein. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il peut avoir raison. Enfin bon, dans le même temps, c'est quand même des voitures qui continuent à cramer du carburant. Et alors, dans les technologies d'affichage, j'ai envie de dire, il y a ce qu'ils ont sorti ce mois-ci. Ils ont sorti le prototype d'une voiture qui aspire du CO2. En gros, c'est comme ça que les papiers que j'ai vus auraient dû titrer. C'est une voiture qui aspire à devenir CO2 négative. Et l'idée, c'est d'arriver à mettre un filtre à l'intérieur. Alors, c'est sur un concept qui est testé, qui est la GR Corolla de course, qui fonctionne à l'hydrogène. C'est même pas une pile à combustible, fonctionne à l'hydrogène, comme un carburant thermique, tu vois ce que je veux dire. Et dans son 3 cylindres turbo, j'ai lu ça chez nos camarades d'Automobile Propre, et tu dis, ah bon, mais ça veut dire qu'elle aspire du CO2 sur son passage. Le problème, c'est que quand tu regardes les chiffres, c'est presque risible. Enfin, c'est-à-dire que ça n'a aucun... Sur un trajet de 90 km, elle aurait capté 20 grammes de CO2. Et je me suis demandé si limite tu plantais pas un arbre dans la voiture, s'il captait pas plus de CO2, tu sais, la petite fleur dans la coccinelle là. C'est ça, tu mets un bonsaï sur la planche de bord et tu dis nickel, moi c'est bon, ça y est, je suis négatif. Tu sais qu'au-delà de Toyota, moi je vois les Honda, les Mazda, les Mitsubishi, tous les Japon. Enfin, le Japon aujourd'hui est un pays en récession sur tous les niveaux. Oui. C'est pas que l'automobile, hein, c'est tout. Avant, ils étaient leaders sur énormément de segments, la mémoire, les écrans, Toshiba, tout ça. Et aujourd'hui, ils sont fait déjà avoir par les Coréens. Oui. Qui sont eux-mêmes fait avoir par les Chinois. Oui, et les Taïwanais aujourd'hui sont les meilleurs sur les puces. Et en fait, le Japon est un vrai pays qui a vraiment un problème. En plus, les rachats d'entreprises, on en parlait tout à l'heure, c'est très compliqué chez eux. Et en fait, quand tu vois leurs véhicules aujourd'hui, c'est que des véhicules du passé. C'est-à-dire que sur quelque part, l'hybride de la Prius, c'est un truc
qui ne devrait plus sortir maintenant. Ça devrait être une électrique pure, une Prius. C'est fou parce que ça a été quand même, enfin c'était une sorte de précurseur. C'était une voiture symbole, la Prius. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après, et c'était rigolo à conduire avec cette planche de bord qui t'affichait pour te dire si c'était sur le thermique ou l'électrique, la régénération de la batterie, etc. C'était dans le futur un peu. C'était un véhicule qui te projetait dans le futur et qui avait même un côté assez délibérément militant en fait. Et là-dessus, après, il s'est passé pas grand-chose. Bon, il y a eu la Nissan Leaf, il y a eu tout ça, et après on a senti des atermoiements. Moi, je me souviens parce que j'étais au Japon juste après le tsunami, Fukushima, etc. Et là, on voyait. Alors, le Japon a une immense qualité, c'est que il y a un côté, tu vois, tout le monde va dans le même sens, ce qui est formidable en termes de société. Et tout à coup, tous les constructeurs te disaient, ça y est, on passe tous à la pile à combustible. Mais c'était un peu tôt. Et puis c'est toujours un peu tôt. Et puis finalement, maintenant, il est trop tard. C'est-à-dire que les voitures électriques ont gagné en efficacité, en prix, etc., etc. Il y a plus vraiment de place pour ça. Et non. Là, du coup, on a l'impression d'observer une sorte d'entêtement absolu. Ouais, ils sont très têtus, hein. Le moteur rotatif, tous ces trucs. Les Japonais, ça a toujours été ça. Mais c'est dingue. Et c'est dingue. Et le truc, c'est que là, j'ai l'impression que c'est en train un peu. Alors, ils ont de la chance parce qu'il y a encore plein de marchés. Mais je regardais le nouveau Land Cruiser. Tu te dis quand même, ce truc, c'est l'emblème quoi de Toyota, Land Cruiser. Totalement. Et quand tu vois le truc, c'est un monstre. C'est ultra thermique encore. Il y a un peu d'hybridation, mais à la marge. Et au moment où on commence à avoir du Rivian, tu vois, tous ces gens, même Jeep qui se met à l'électrique, etc. Tous les gros pick-up américains se mettent à l'électrique, Ford, etc. Et quand même, ils vont accumuler du retard. Et il y a un moment, je pense, où le retard, il va être vraiment problématique pour ces marques. Et je pense, quand on dit il y a des morts, c'est peut-être pas forcément les petits constructeurs, genre Aston Martin, hein, qui eux arriveront toujours à trouver un moteur un peu haut de gamme qui coûtera des millions. Alors que Toyota, c'est quand même la voiture de la masse, c'est quand même le premier constructeur mondial, et que la chute, elle pourrait être assez rapide. En tout cas, moi je suis un peu triste quand même, je sais pas pour toi, mais le Japon, voilà, Mazda, tout ça, les petites voitures, bien sûr, les Honda et tout était bien, et maintenant là, je suis monté dans une Toyota, j'avais l'impression d'avoir un écran de 1937, et voilà, même la Honda Anyone là, c'est un truc fait par des Chinois, c'est mal fini, ça coûte 50 000 balles alors que tu as 400 km d'autonomie. Enfin, c'est un délire quoi, c'est vraiment les Japonais. Cite-moi une seule voiture japonaise électrique qui te fasse rêver. Non. Ah non, mais c'est la Honda i. Un peu, mais ouais, la Honda i, elle est rigolote, la petite Honda. Mais alors que moi, c'est le truc où moi je suis allé plusieurs fois voir Nissan là-bas, voir etc. Je me souviens avoir essayé des trucs chez eux mais justement qui te projetaient dans le futur de la voiture autonome, par exemple. Ils avaient fait un système, ça je le raconte parfois, absolument ahurissant. Ils s'étaient alliés à Docomo, qui est le grand opérateur mobile là-bas. Alors c'était encore un truc qui ne marchait que si tu étais dans une société parfaite à la japonaise. En gros, ça voulait dire que tous les abonnés de Docomo étaient volontaires, enfin seraient devenus volontaires, pour partager en temps réel la position de leur téléphone sur un serveur où les constructeurs automobiles pourraient aller les chercher, pas forcément nominativement, mais au global. Pourquoi ? Et alors là, accroche-toi. Et on m'a fait la démo dans une voiture électrique, et plus ou moins autonome. Il y avait quelqu'un derrière le volant pour le reprendre en cas de problème. En gros, pour dire, voilà, on est dans une banlieue de Tokyo, dans des rues qui sont pas très larges. C'est un truc résidentiel, mais voilà, il y a pas de vrai grand trottoir. Il y a la place de passer, mais voilà. Donc, ça veut dire que un piéton qui arrive perpendiculairement à toi est à la merci d'une voiture qui serait silencieuse. Il faut donc trouver la solution. Leur solution, c'était de dire, on va avoir des détecteurs, mais aussi, on va voir en temps réel qui est dans le quartier et qui pourra arriver sur ta trajectoire grâce aux opérateurs mobiles. Enfin, c'était un truc qui était presque, enfin, c'était quand même très onéreux comme idée de système, mais ils y tenaient dur comme fer. Ils disaient, voilà, on va tous travailler ensemble à la sécurité avec des technologies très compliquées, mais qui pourraient avoir de chouettes résultats. Enfin, et ça, c'était il y a 10, 12 ans. Et depuis, on a l'impression que tout est resté sur place, alors que la première voiture plus ou moins autonome dans laquelle je suis rentré, qui détectait les piétons, c'était une Nissan Leaf un peu modifiée. Le parking automatique, ils avaient des choses assez tôt. Absolument, il y a génial. pas mal de choses, hein, tous les capteurs, les caméras. Mais tu vois, là c'est un bon exemple, les capteurs, même les appareils photo, il y a beaucoup de choses maintenant, mais les écrans qui sont plus faits au Japon.
alors que c'était Ah bah leur oui, dans les domaine. écrans, non, ouais, les écrans, Tu ça vois? on a vu. Même les processeurs de Canon et tout, c'est des espèces de Qualcomm rebadgés. Maintenant, il y a plein de trucs un peu comme ça. Tu te dis quand même, le Japon, ils avaient tout, quoi. Toshiba, Ouais, Apple se servait Sharp, aussi, tu vois. Ouais, ouais, Sharp, etc. Mais c'est en déshérence le Japon. Et tu regardes, hein, totalement. leur PIB, leur machin, ça baisse vachement. Mmh. Donc, Moi, ouais. moi, j'allais au salon high-tech de Tokyo tous les ans, et je me souviens une année sur un stand, il y avait une télé Samsung. Non, mais c'était un stand qui avait rien à voir avec la télé, mais et le premier jour, j'ai vu, je regardais la démo et j'ai regardé, il y avait, tu vois, le petit logo Samsung en bas du moniteur. J'ai dit, ah, ok, bon, ça c'est pas très, moi ça m'a pas évidemment choqué. Le lendemain, je suis repassé sur le stand pour voir autre chose. Quelqu'un avait mis quand même un petit coup de gaffeur noir sur le logo Samsung, parce qu'évidemment à côté, t'avais Panasonic, Sony, Sharp, Ouais. Mitsubishi et les autres, et c'était impensable. C'est-à-dire que la première fois où ils sont sortis de leur modèle, tu vois, de téléphone à clapet pour montrer des smartphones qui étaient autre chose que des iPhones et que c'était des Samsung, bah, c'était peut-être le seul pays au monde où t'achetais un Samsung chez ton opérateur, mais il n'y avait pas de logo Samsung dessus. Bon, ça tient aussi à la haine ancestrale envers les Coréens. Enfin, c'est pas, voilà. Mais Oui, mais ça leur colle à la peau, même le fait qu'ils parlent pas hyper bien anglais, qu'ils ont du mal à absorber des boîtes qui seraient justement en Asie. Et d'ailleurs, quand tu vois sur l'électrique, ils font des accords entre eux, mais ils sont nuls les deux, quoi. Je veux dire, quand tu fais un accord, tu fais avec une boîte qui est un peu meilleure que toi ou qui t'apporte quelque chose. Et ils sont très peu associés aux Chinois pour l'instant, justement. Et c'est un peu triste. Moi, vraiment, tu vois, la Mazda MX-30, je sais pas si tu l'as essayé. Moi, c'était la pire voiture électrique que j'ai essayé. ah non. 1% du kilomètre sur autoroute. Enfin, le truc, t'étais en stress. Je faisais, je sais plus, Nîmes, Orange. J'ai dû charger au milieu, quoi. Il y a 80 kilomètres et tu te dis, je vais pas arriver au bout. Et les mecs, ils te sortent ça à 35 000, 40 000 euros. Et puis au bout d'un moment, ils arrivent en disant bon, écoute, il faut que je fasse un moteur rotatif à l'intérieur. Ah, mais en fait, il y avait la place parce que de toute façon, on savait que ça allait pas marcher. Enfin, ouais, non, Ouais. je sais C'est pas quoi dommage, dire hein, du Japon parce que je vois pas d'issue en fait pour non. l'instant avec leur stratégie. Alors, il y a peut-être une issue quand même, c'est que le management des boîtes japonaises est très basé sur la seniorité et l'âge, hein, dans l'ensemble. Le patron, il est toujours vieux. Hein. Akio Toyoda, chez nous, il serait retraité. Et donc, il y a peut-être tu vois, un shift de génération qui peut peut-être amener du sang neuf et une autre façon de faire. Mais il y a des choses qui sont culturelles. Pendant longtemps, on parlait du syndrome des Galapagos du Japon appliqué à la technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans les îles Galapagos, il y a des espèces qui n'existent que là, parce qu'évidemment, ce sont des îles et que voilà, ils se sont jamais croisés avec qui que ce soit d'autre. Et au Japon, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y avait une tendance quand même à se resserrer ou en tout cas à baser son innovation, ses produits sur des besoins très très locaux qui n'avaient pas cours ailleurs. Et du coup, à faire des produits qui étaient de moins en moins adaptés à la mondialisation. Alors ça a été longtemps pas du tout vrai pour la voiture parce que pendant longtemps c'est la Toyota Corolla qui était la plus vendue au monde, etc. Mais on a l'impression de voir un pays qui se recroqueville un peu sur lui-même et c'est quand même vachement triste parce que c'est le Japon qui nous a apporté des milliards de choses, de la PlayStation jusqu'à la Nissan GT-R, quoi. Ouais, totalement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a un exemple, il y a pas longtemps, j'étais en Californie là, et en Californie, en gros, enfin, tous les taxis VTC, ils ont la Prius ou la Camry Uh-huh. qu'on a pas trop chez nous. Et en fait, quand tu discutes avec eux, et puis maintenant que tu vois les flottes de véhicules, maintenant la moitié c'est des Tesla. C'est-à-dire que Ouais. la Tesla est devenue la Prius des taxis. Ah ben non, j'ai un ami en Californie qui me dit on l'appelle la California Corolla. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup, ça veut tout dire quand même ce truc, c'est que effectivement, ça m'étonnerait pas que d'ici 2-3 ans, on voit les ventes chuter complètement de Toyota aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas pris le bon virage, quoi. C'est quand même assez triste. C'est intéressant parce que le même Akio Toyoda, donc toujours le patron de Toyota, lui, c'est dur comme fer. Il dit non mais attendez, l'ennemi c'est le CO2, peu importe les progrès que les voitures électriques font, pour nous elles ne dépasseront jamais 30% de part de marché. Mais par Le contre, reste pour lui le reste ce sera des hybrides et des voitures à pile à combustible dont on rappelle que même les gens qui font de l'hydrogène n'y croient plus. Ouais, non mais c'est incroyable. Ils s'entêtent complètement. Mais moi, je suis assez étonné de se dire que quelqu'un comme ça, parce que quand tu vois même Tavares, il a toujours le double discours, hein, Ouais. on voit bien qu'il essaye de faire du lobby des deux côtés, mais je pense qu'il a quand même compris qu'on pouvait prendre du plaisir dans une électrique, il en avait essayé. Toyoda,
tu te demandes s'il est monté dans une Tesla une fois dans sa vie, même par fierté. Je pense qu'il a pas dû le faire, quoi. Ouais, Et c'est compliqué. c'est compliqué. Ouais. Donc je pense qu'il y a un aspect purement culturel. Dernière info ou presque, sur les autoroutes, la bonne nouvelle. Bon, d'abord la bonne nouvelle, c'est que ça y est, vous allez dans n'importe quelle station-service sur une autoroute, il y a des stations de recharge rapide, qu'elles soient sous une bannière ou sous une autre. Hein. Je pense qu'il faut que tu le redises parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Ah mais ça se voit maintenant, c'est-à-dire que tu vois les travaux, tu vois que au bout de la station, tout à coup, il y a un jour des travaux, et puis 3 mois après, tu vois un truc qui est sorti du sol avec un grand canopy au-dessus, plein de stations de recharge, etc. Parfois c'était compliqué, hein. Moi je suis parfois c'est près des poubelles, parfois c'est... C'est ça. Pendant un temps, ça a été un peu, vous le trouverez au fond du, voilà, c'était pas évident. Même aujourd'hui, il y a des fois, il y a des aires, il faut aller au bout de l'air, limite tu sors de l'autoroute et tu te dis, ah non mais en fait c'est là, viens. Il y a rien pour s'abriter, il faut faire 500 mètres. Ouais, mais là voilà, tout ça c'est arrangé. Si on prend l'exemple de Vinci Autoroute, ça y est, 100% des stations-service du réseau sont couvertes par des stations de recharge. Et du coup, ils passent à la suite. Et moi, je me suis longtemps demandé, je dis mais il y a des endroits où ça serait chouette de mettre des bornes, même peut-être un peu moins rapides. C'est sur toutes les aires de service. Enfin les aires de repos comme on disait avant, c'est-à-dire alors non pardon, les aires de service, ça c'est les stations essence, donc ça c'est fait. On passe donc aux aires de repos parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a de la place, parce qu'en plus c'est un endroit où justement tu peux t'arrêter une demi-heure, voire 3/4 d'heure, voire 1 heure pour pique-niquer en famille, etc. C'est chouette, tout le monde peut se dégourdir les jambes, il y a des petites aires de jeu pour les enfants, il y a des toilettes, enfin c'est chouette. Mais je me suis longtemps posé la question de savoir si c'était possible. C'est-à-dire que c'est tout à coup, si Vinci se met à mettre des bornes là, est-ce qu'il rentre pas dans une espèce de concurrence simili-frontale avec les aires de service dont il donne, sous licence, etc. Enfin, est-ce qu'il créait pas la concurrence de gens qui le payaient déjà? Eh ben, apparemment, non, ça n'a pas l'air de les complexer, puisque d'ici janvier prochain, Vinci Autoroute va faire installer 435 points de charge électrique sur 44 aires de repos de son réseau. À terme, ce sera 54 aires qui seront sélectionnées. Alors c'est pas sous sa bannière parce qu'en fait il y a un appel d'offres. Donc il y a plusieurs fournisseurs qui sont, il y a Allego, il y a Electra, il y en a d'autres. Ça veut dire que ça y est, on va pouvoir se recharger sur les aires de repos. Ça c'est quand même une super nouvelle. Mais moi, plusieurs trucs là-dessus. Déjà, le vrai problème des stations de charge, c'est le foncier. Les gens ne savent pas toujours, mais c'est vraiment le foncier. Ouais, faut trouver des mètres carrés. Voilà, faut trouver des mètres carrés. Effectivement, c'est le désert. Et en plus, après, comme c'est des voitures qui restent quand même un certain temps, tu dis les aires classiques, on peut pas les étendre peut-être à l'infini, et qu'à la fin, peut-être que toutes les aires, va falloir en faire quelque chose dessus. D'ailleurs, justement, ce que tu appelles l'aire de repos, là où avant, tu avais vaguement des toilettes, ouais. ce qu'on pouvait appeler des toilettes, mais enfin, il valait mieux pas se retrouver avec les enfants là-dedans. Ah super, ouais, voilà. Voilà, mais maintenant ça s'améliore, tu as un peu de distributeurs, il y a pas mal de choses et tout, et effectivement, tu pourrais tout à fait voir ça. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en Suisse, ils ont beaucoup fait ça parce que justement ça coûtait moins cher. Tu avais un opérateur, j'avais discuté avec, qui s'appelle GoFast là-bas, et qui s'était mis là-dessus parce que ça coûtait moins cher. Ils se mettaient aussi sur les McDo, sur tout un tas d'endroits un peu comme ça, et c'était drôle de voir qu'en Suisse c'était très équipé. Moi je dirais que c'est amusant, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression, en tout cas pour rouler souvent, que le besoin il est plus du tout sur l'autoroute. Là j'étais à l'aéroport de Genève, tu vois, hier, et j'étais surpris de voir que sur le parking de l'aéroport, tu sais, pas la dépose minute, mais celui où tu peux rester qu'1 heure, il y avait des bornes de recharge rapides, très rapides, hein, des 350 kilos et tout. Et je me suis dit, en fait, ils ont tout compris là. C'est génial en fait, parce que tu poses juste ta voiture, tu vas chercher quelqu'un et elle a récupéré 80%. En plus, tu es sûr de pas rester plus d'1 heure parce que après c'est super cher. Donc c'était très bien vu. Et ça, c'est des choses qui manquent aujourd'hui dans les parkings, dans toutes les zones. Tu vas au McDo justement, enfin dans la restauration rapide et tous ces coins-là. Et ça, en Suisse, ils ont compris un petit peu avant. Alors il y a plein de défauts en Suisse sur les bornes de recharge, elles sont très chères en ville, il en manque beaucoup, etc. Mais je pense que c'est une très bonne idée, et je pense qu'à terme, en fait, on aura cette espèce de généralisation des bornes un peu partout, en fait. T'iras à Decathlon, t'iras au ciné, et vraiment, moi je suis même étonné aujourd'hui de voir sur des nouveaux parkings qu'il n'y ait pas de bornes. On voit des trucs fleurir où tu te dis il n'y a pas de borne. Ou l'autre jour, je sais pas, désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais je suis allé à Ikea il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et je vois des bornes, je fais ah c'est cool, ils en ont mis en plus 50. Je dis quand même c'est vachement bien. Et je regarde pour me brancher, c'était 75 centimes, enfin je sais plus combien, un truc mais lunaire.
L'une, il y avait personne dessus, évidemment. Alors qu'avant, c'était gratuit chez Ikea, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc c'est bien de mettre des bornes, mais il faut quand même pas délirer sur les tarifs non plus, surtout sur de la charge lente comme ça. Alors justement, c'est intéressant parce que les bornes que Vinci va mettre sur ses aires de repos, il y a toute une histoire sur l'appel d'offres qui a été en partie retoqué par l'autorité de régulation des transports, justement parce que le régulateur voulait que le prix de la recharge fasse beaucoup plus, en gros, pour la note des fournisseurs qui seront retenus. Et du coup, voilà, la modération tarifaire du prix de la recharge comptera quasiment pour le quart de la note, plus que la redevance que les opérateurs vont reverser à Vinci. Donc en fait, ça risque de créer une vraie concurrence aux bornes de recharge rapide qu'on trouve dans les stations-service, qui dans l'ensemble sont pas données, hein, disons-le. Ils ont à peu près tous le même tarif. Dès que t'as un peu l'abonnement, le truc qui va bien. Oui, c'est vrai. C'est plus la foire d'avoir les bonnes cartes et les bons abonnements maintenant. Mais après, c'est vrai que t'as rarement des bornes, enfin des aires où t'as deux marques de réseaux de charge. Et bon, on comprenait avec Total et tout qu'ils peuvent pas se concurrencer parce qu'ils ont l'air pour eux. Mais là, comme c'est effectivement des concessions et tout, et bon, Total fait ses bornes, mais moi j'ai déjà vu sur des stations Total d'autres stations. Ouais, tout à fait. Mais t'as rarement Total plus Fastnet plus Allego, quoi. Ça n'existe pas aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Donc on attend, que ça se fasse, et puis 2, de voir à quel prix nous serons mangés. Dernière info, ça se passe chez nos amis belges. Alors évidemment, là encore, c'est un prix où tu vois, voiture électrique, 2 points. Le prix de l'électricité multiplié par 5 en soirée en Wallonie. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, l'image qu'ils mettent en dessous, c'est un compteur Linky. Donc vraiment, c'est une espèce d'hameçon. C'est un site belge qui a fait ça, hein. C'est incroyable. Oui, c'est gokar.be. Et voilà, ils expliquent qu'en fait, la Wallonie voudrait réformer les tarifs de son réseau électrique pour te décourager de recharger en soirée. Il faut s'entendre sur en soirée, c'est-à-dire en gros le 17-22 heures, quoi. Ouais, c'est ça, 17-22 heures. Enfin, en gros, pour t'encourager à charger plutôt la nuit que la soirée. Mais ça veut dire qu'il ferait varier toute la tarification de l'électricité chez eux, parce qu'ils doivent être à peu près dans la même situation que chez nous, c'est-à-dire un parc automobile où la voiture électrique représente, je sais pas, entre 1,5 et 3% du parc. Donc forcément, ça semble peu pour arriver à faire bouger le prix d'électricité au global. Alors peut-être qu'ils regardent un petit peu plus loin. Il faut dire qu'en plus, l'électricité est assez chère chez nos amis belges. Oui, alors justement, c'est un point ça. Cédric, si tu as des amis belges, moi, j'ai un ami belge qui m'a dit, moi, j'ai mis des panneaux solaires sur ma maison pour une question de survie. Et il m'a dit comme ça, hein. Il m'a dit, sinon, je pouvais plus vivre parce que tellement l'électricité était chère. Alors, c'est un peu comme chez nous, hein. Les tarifs font le yo-yo, ça dépend un peu des opérateurs, etc. Mais c'est vrai qu'eux, en plus, ils n'ont pas le nucléaire comme nous, où on peut quand même compter un peu dessus. Oui. Même si bon, mais eux comptaient par exemple sur la France, sur tout un tas de choses qui sont à géométrie variable et puis en fonction aussi de la géopolitique. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont de l'électricité qui est beaucoup plus chère. D'ailleurs, les panneaux solaires chez eux se développent très bien parce que quand tu es à 45-50 centimes au lieu de 20, 17, c'est vite rentable, tu vois. En moins d'un an, tu peux rentabiliser ton installation. C'est vrai. Donc ah ouais, non mais en France, on est vraiment extrêmement chanceux. On s'en rend pas compte. Je crois qu'en Europe, il y a 1 ou 2 pays qui sont moins chers que nous. Ça doit être l'Espagne, peut-être le Portugal, quelque chose comme ça. Et pourtant, on a pris plus 40% en 2 ans. T'as l'impression, quand tu lis les journaux, que c'est l'explosion. Quand je regarde ma facture électrique aussi, mais qui est pas liée que à ma voiture, bien loin de là. Mais nous, des factures de 1 000 € par mois d'électricité, ça n'existe quasiment pas. Voilà, sauf que chez eux, ça existe. Ils ont vraiment des problématiques comme ça. Donc évidemment, ils l'achètent quand même beaucoup moins cher la nuit aussi. Donc moi je comprends qu'il y a un encouragement là derrière. Après, il y a quand même beaucoup de gens, toi, je sais pas si tu sais, quand tu discutes avec les gens qui disent mais de toute façon l'électricité elle va coûter cher parce qu'il faudra bien compenser le pétrole. Mais j'ai encore tout ça. Quelqu'un aujourd'hui là dans mon bureau ici que je connais qui me voit en disant de toute façon avec Linky ils vont savoir que c'est ta voiture et ils vont surtaxer l'électricité de ta voiture. Je dis non, juste non. D'abord parce que je rappelle qu'on est dans un pays où on vous donne de l'argent pour acheter une voiture électrique, c'est pas pour le récupérer sur les taxes sur l'électricité, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de logique qui transparaît là-dedans où on dit non mais vu qu'ils vont toucher moins de taxes sur le coût sur l'essence, encore une fois, ils vont s'attraper quelque part, ça c'est sûr.
Mais en fait, le courant, il y a tellement plein de façons de le produire et que de toute façon, ça reste quand même une énergie entre guillemets pas trop chère, assez efficiente. Donc, je pense pas qu'on va arriver à du kilowattheure à 2 € non plus. Et surtout là, le fait, ça, tu sais, c'est un sujet qui sort pas beaucoup, mais le photovoltaïque est devenu extrêmement pas cher. Hein. C'est-à-dire qu'on a des panneaux solaires maintenant de 500 watts, 600 watts, qui sont vendus moins de 100 €. Et avant, ça coûtait 1000 €. Et ça s'est passé en 2 ans, tu vois. Mais nous, on traite beaucoup ces problématiques là sur Mac Forever de l'énergie. Ça marche très bien. Et là, tu vois, pas plus tard qu'hier, j'étais en train d'installer des panneaux solaires sur le toit. Et j'ai fait ça tout seul, tu vois, comme un grand. Ah ouais. Et en fait, ça se fait très bien. Et que tu économises très très vite parce que tu vois dans la journée toutes tes pompes à chaleur, j'en sais rien, ta pompe de piscine, maintenant tes plaques électriques, etc. Enfin, tout est électrique maintenant dans les maisons. Oui. Mais en journée, quand il fait beau, eh ben écoute, tu arrives à zéro assez facilement avec pas grand chose de panneaux solaires en termes de tarifs. Et bon, tout le monde peut pas forcément mettre des panneaux solaires sur sa maison, etc. Oui, il y a des contraintes, il y a plein de choses. Mais malgré tout, il y a des panneaux solaires de balcon un peu souples et tu te dis, bah finalement, si je suis un peu bien exposé aujourd'hui, je peux commencer à stocker même mon énergie. Les batteries, ça commence à être pas mal, à avoir plein de cycles, à pouvoir réinjecter le soir. Et en fait, il y a quand même aussi, finalement, le fait que l'électricité augmente, ça développe toute cette filière et petit à petit, bah, on n'est plus forcément aussi dépendant du réseau qu'avant. Et même on parlait un petit peu, tu sais, de V2H avec Renault, je crois que c'était au dernier podcast. Et le fait d'aujourd'hui de dire, tiens, le soir, pendant que l'électricité est chère, si je tirais un peu sur la voiture 10-15 kWh et puis à 22h, je la remets à charger et je les récupère, bah, c'est pas si déconnant que ça, finalement. Pour à la fin, là, avec une bonne off-tempo, avec des panneaux solaires, avec une voiture électrique, aujourd'hui, tu arrives à des factures qui sont vraiment... Pour le prix d'un plein d'essence, tu as quasiment ta facture d'électricité avec tout dedans. Donc voilà, il y a cette réalité-là aussi. C'était juste pour rassurer un peu les gens sur ce côté-là, quoi. Je pense qu'il va falloir qu'on creuse ce sujet. Enfin, en tout cas, c'est passionnant. C'est passionnant. Au moins, on finira ce podcast sur une bonne nouvelle. Bien sûr. Voilà, c'est donc ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise. Bien long, on a fait 1h50. On espère qu'il vous a plu, on espère surtout que vous êtes bien abonnés à ce podcast. Alors d'abord au podcast sur votre application de podcast préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer et les autres. Google Podcast n'existe plus, c'est ma grande tristesse du jour, mais maintenant on trouve même ce podcast sur YouTube, tant en audio qu'en vidéo, sur mon compte à moi sur YouTube, en attendant qu'on fasse un compte spécial pour l'occasion. C'est encore assez peu à le regarder là, donc c'est pas très grave. Enfin, en tout cas, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous y abonner. Pour nous soutenir, évidemment, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi en parler autour de vous, partagez-le à vos potes, qu'ils aient d'ailleurs une voiture électrique ou non, quelle que soit la voiture qu'ils conduisent aujourd'hui, il faut leur dire gentiment parfois que celle de demain sera bien électrique. Et puis, évidemment, allez justement sur la plateforme de podcast mentionnée un peu plus haut et laissez-nous un commentaire, 5 étoiles, rien en dessous, parce que sinon c'est pas la peine, parce que les algorithmes sont ainsi faits que c'est un bon moyen de renforcer la visibilité du podcast auprès de nouveaux auditeurs. Ça nous fera fort plaisir. Merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais c'était un plaisir Cédric, comme toujours, et j'espère qu'on se retrouve peut-être au Tesla Owners Day. Hein, il y a toutes les chances. C'est bientôt quand même. Hein. 18 mai. On n'a jamais fait autant de podcasts en si peu de temps. Les Doigts dans la prise est une production Streamstar, on a enregistré dans les sublimes studios, vous le verrez surtout dans les prochains numéros de Heavyweight à Saint-Denis. Merci à tous, on se retrouve au prochain épisode et d'ici là, bonne route et à la prochaine.